en politique contre l'intolérance. Ouais. Et c'est vrai que dans cette campagne, l'intolérance et la violence de la part de la gauche et de l'extrême gauche à l'égard de tous ceux qui ne pensent pas comme eux, moi je la trouve insupportable. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, vous aviez organisé un débat sur la réforme des retraites. Et Mathilde Panot, avec qui j'avais eu le plaisir de débattre, n'avait pas non plus souhaité me serrer la main. Elle n'avait pas non plus serré la main à Olivier Véran. Et je pense que dimanche, les Français doivent aussi se libérer de ces réflexes inélégants, discourtois. Et moi, je veux réconcilier les Français avec la politique. Et je pense que même quand on est d'un camp Putain, les effets du média training, les mecs. Le média training en 1080p. opposé, on peut se respecter et on peut se dire bonjour. Mais je vous rassure, tout ça est du cinéma parce que lorsque nous sommes dans des réunions de chefs de parti, Marine Tondelier me serre la main avec un grand sourire et me tutoie. Donc tout ça est évidemment du cinéma. Vous ne vouliez pas... What? Attends, sérieux? L'honneur de la France, c'est de reconnaître un État palestinien. Tout vote en ce sens est une avancée. Il a cité Florian Philippot, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est d'accord avec ça? Trop c'est trop! Je suis gaulliste depuis 74, vous m'aviez convaincu, mais les masques tombent. Vous restez un parti antisémite. Mon vote ira au NFP à contre-cœur. Ah bon? Ah ouais, ça a déterré des tweets d'il y a 10 ans! 10 ans! Ouais, vous êtes des ouf, les mecs. Et c'est quoi celui-là? Nous tractons au nom du peuple à côté du PC. Mais non! À côté du PCF qui fait signer des pétitions pour reconnaître un État palestinien. Mais non! Eh, vous êtes trop forts. Non, mais vive Internet, les mecs, hein. Non, vive Internet, sa mère. Ah là 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 là, cité. Pas Z. Ah, je suis mort. Attends, merde, je vais les mettre... Attends, je vais mettre un autre truc à côté. Non, parce que c'est faux. Quand même. Ah, merde, je vais mettre play quand même. Pas débattre avec elle ce soir. Bon, c'est pas que je voulais pas débattre. Vous savez, moi, ça fait maintenant 8 mois que je suis en campagne électorale. On a tenté de monter ce débat. Ça fait 8 mois que je suis en campagne électorale, campagne européenne, campagne législative. Je crois avoir participé à beaucoup de débats, y compris sur cette chaîne. Vous aviez vous aviez accueilli un certain nombre de débats durant ces derniers mois. Et je pense que maintenant, à quelques jours d'un choix important, Marion Maréchal aussi. Au spectacle. Je sais que c'est toujours bien de faire des débats. C'est pas du spectacle de débattre. Ça aurait permis de vous contredire les uns les autres. Mais je pense que... Ouais, je suis mort. Attendez, mais... Je vais refaire un thread dans le thread, là. Ah, putain. Non, vous êtes chaud. Ce qui est important maintenant, c'est qu'au-delà des polémiques et du brouillard peut-être dans lequel sont beaucoup de Français, qu'on puisse confronter les projets. Parce que depuis dimanche soir, on parle de tout. Alors, il y a les accords politiciens, on a vu ce parti unique se dresser, le parti unique Mélenchon-Macron. Moi, j'ai envie de parler du quotidien des Français. Vous inquiétez pas, on va parler du quotidien. Je veux parler du pouvoir d'achat, je veux parler de la sécurité, je veux parler de la santé et je veux pouvoir répondre à vos questions. On va parler notamment avec Apolline, avec Nicolas Dose de votre programme. Juste une question. Vous aviez dit, je veux bien débattre. Vous l'avez dit publiquement. Mais avec Jean-Luc Mélenchon. Sauf que Jean-Luc Mélenchon, tout de suite, a dit il n'y aura pas de débat avec moi. Donc vous saviez en réalité qu'il n'y avait pas de débat, qu'il n'y aurait pas de débat. Vous ne vouliez pas ce débat, vous ne vouliez plus de débat. Je suis candidat, si les Français m'accordent leur confiance, au poste de Premier ministre. Il y a 3 personnes qui sont candidats déclarés au poste de Premier ministre. C'est Gabriel Attal, Premier ministre sortant, qui ne sera pas reconduit dimanche. Et c'est Jean-Luc Mélenchon. Et le choix dimanche, c'est un choix entre Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, ou Jordan Bardella, Premier ministre, et l'Alliance Rassemblement National, les Républicains d'Éric Ciotti, que je conduis. Je ne suis pas candidat aux élections législatives à la députation. J'ai été réélu député européen après avoir gagné avec le RN les élections européennes. Par conséquent, je souhaite débattre et confronter mon projet, peut-être au second tour, avec celui qui a vocation à être Premier ministre dimanche, c'est-à-dire avec Jean-Luc Mélenchon, si les Français accordent leur suffrage au nouveau Front Populaire. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que tout le nouveau Front Populaire, la NUPES 2.0, alors que Jean-Luc Mélenchon est déclaré, dès 20h10 dimanche dernier, il a dit « Je veux être Premier, je veux gouverner la France », tous les responsables politiques de la NUPES cherchent à cacher Jean-Luc Mélenchon dans le placard.
c'est peut-être qu'ils dissimulent en réalité un projet violent et brutal qui sont aujourd'hui les traits de caractère qu'exprime Jean-Luc Mélenchon. Il est vraiment malveillant, mais c'est ça aussi, les gars. Là, on va encore parler de Mia Trading pour vous faire chier un petit peu, mais tu vois, les mecs qui l'ont entraîné à parler sur les chaînes de télévision, ils ont dit, frérot, parle tout le temps de Mélenchon, invisibilise les Olivier Faure, les Tondelier, les Ruffin, ne parle que de Mélenchon, comme ça va encore plus diviser la gauche. Et Bardella, il tient ce discours depuis au moins une semaine, les mecs, hein. Eh oui, hein. Eh oui, eh oui. À chaque fois qu'il prend la parole ou qu'il s'exprime dans le débat public. Donc dimanche, le choix, il est très clair. Et moi, je pense que l'extrême gauche, cette alliance NUPES, elle représente un péril existentiel pour notre nation. Et j'appelle tous les Français, les républicains, patriotes, attachés aux libertés publiques, à venir se porter sur l'alliance que je conduis pour faire barrage aussi à ce qui apparaît pour moi comme un danger pour les valeurs de la République, qui est cette alliance NUPES. Première interview pour vous ce soir avec Apolline de Malherbe. Oula. Apolline, qui s'installe, 22h43. Vous n'oubliez pas le QR code pour poser des questions à Jordan Bardella, qui est notre invité pour l'heure qui vient, Jordan Bardella. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir. Beaucoup de questions à vous poser ce soir, effectivement, sur ce que vous feriez si, en effet, dimanche soir, les Français vous accordaient une majorité. D'ailleurs, on verra si c'est une grande majorité ou pas. Benjamin Duhamel vous interrogera tout à l'heure sur la question de la majorité absolue ou non. Et puis sur le profil de vos candidats, ils ont été largement évoqués par vos deux prédécesseurs à ce micro, Marine Tondelier et Gabriel Attal. Plusieurs questions, mais je voudrais commencer par la question de la fin du droit du sol. Parce que je voudrais une question très pratique. Aujourd'hui, les parents étrangers qui vivent en France et qui ont eu un enfant en France peuvent espérer qu'à l'âge de 13 ans, leur enfant, s'il fait une demande et s'il est bien né en France de deux parents étrangers, obtienne la nationalité française. Ça s'appelle une demande volontaire par anticipation. Ça, si j'ai bien compris, ça disparaît. Deuxième étape, si jamais il loupait l'étape de 13 ans, c'est entre 16 et 18 ans, le jeune lui-même qui peut faire la demande, et aujourd'hui, il l'obtient. Avec vous ? Tout à fait, c'est quasiment automatique, il l'obtient de manière quasiment automatique. Avec vous, ça disparaît. Totalement. Donc, quelle est l'option qui lui reste ? La nationalité française, pour moi, s'hérite... Ou se mérite. Se mérite. Voilà, encore c'est un bot lui aussi, s'hérite ou se mérite. Le droit du sol, qui prévoit l'acquisition quasi automatique, vous l'avez rappelé, à partir de 16 ans, lorsqu'on en fait soi-même la demande, elle est quasi automatique aujourd'hui. Elle vous permet, si vous êtes né en France, sur le sol de France, de bénéficier de la nationalité française de manière quasi automatique. Je pense que ce procédé-là n'a plus de sens sur une planète à 8 milliards d'habitants, et alors que nous sommes au début du commencement de flux migratoires majeurs qui vont venir de toutes parts. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce jeune, souhaite mettre vous fin... pouvez le lui refuser désormais ? Je vais vous répondre. Je souhaite mettre fin à l'acquisition automatique de la nationalité. C'est-à-dire, concrètement, que pour être français, il faudra être soit d'un ou deux parents français. Si l'un de vos deux parents est français, eh bien, vous devenez de facto français. C'est ce qu'on appelle le droit du sang dans nos textes. Sinon, à l'âge de 18 ans, si vous êtes né sur le sol de France, vous pourrez engager une demande de naturalisation. Mais je ne veux plus que le droit du sol, aujourd'hui sous sa forme actuelle, soit une pompe aspirante de l'immigration. Alors, je vais jusqu'au bout. Jordan Bardella, on reprend l'exemple de ce jeune. Donc, à 13 ans, c'est fini. À 16 ans, c'est fini. À 18 ans, il peut faire une demande de naturalisation. Et si ça lui est refusé, il devient quoi, ce jeune qui a grandi en France et dont les deux parents sont en France ? Vous en faites quoi ? Non, mais madame, la question, c'est pas qu'est-ce qui devient. Si vous êtes sur le sol français, que vous répondez à l'ensemble des critères. Par exemple, un critère que je souhaite mettre en place, c'est l'absence de casier judiciaire. Évidemment, pour les faits les plus graves. Mais je ne veux pas que le fait d'être un criminel, d'avoir été confronté à plusieurs reprises à la justice, donc il devra faire ses preuves, en puisse être un critère non pris en compte dans l'acquisition de la nationalité française. Donc si à 18 ans, vous répondez à un certain nombre de critères, la maîtrise de la langue, et il va où, du coup ? le respect du pays qui vous a accueilli, l'absence de casier judiciaire, alors vous engagerez une demande de naturalisation et vous pourrez obtenir la nationalité française. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui sont arrivés en France, qui ne sont pas nés en France et qui ont fait des efforts exigeants pour devenir des Français de cœur et d'esprit. Ma mère, ma propre mère, elle est née en Italie. Elle a eu la chance d'être accueillie par la France. Elle est venue pour travailler en France.
elle a aimé notre pays, elle a épousé notre langue, elle a épousé notre culture, elle a épousé tout ce qui fait qu'on se sent bien en France. Et pour pouvoir travailler dans la fonction publique, elle a engagé une demande de naturalisation et elle est devenue française. Et c'est le cas de beaucoup d'étrangers arrivés en France. Effectivement, autour de ces questions, c'est-à-dire la fin du droit du sol. Et ton grand-père. Imaginez, Apolline de Malherbe, elle parle du grand-père de Bardella. Oh mon Dieu. La question des binationaux qui est revenue au devant de votre campagne. La question, comme vous le dites... Pas de mon fait, vous me l'accorderez sur les binationaux. J'ai répondu à une question très simple. Ah bah si, quand même de votre fait. Enfin, pas de votre fait à vous, mais du fait, par exemple, de Sébastien Chenu. Oui, mais on répond... Qui, de lui-même, pendant une heure, a défendu chez Cyril Hanouna le fait qu'il fallait mettre fin à la binationalité. Les journalistes nous posent des questions. Cyril Hanouna, wesh, le nom est lâché, les mecs. Cyril Hanouna. Hanouna, carrément. Nous sommes courtois et bien élevés, nous répondons à vos questions. Non, madame, mais juste, la polémique qui est née n'a pas lieu d'être. Je ne souhaite pas et je ne remettrai pas en cause comme Premier ministre la double nationalité. En revanche, je dis qu'il y a certains postes stratégiques à la tête du pays, je pense à la direction des services de renseignement français ou à la direction d'une centrale nucléaire, où au regard des risques d'ingérence qui existent contre les intérêts français, il y a des contrôles un peu plus durs qui doivent s'exercer. Mais c'est tout, mais je ne toucherai pas à la double nationalité. J'ai parfaitement bien compris les règles que vous avez répétées, vous les avez répétées vous et Marine Le Pen, mais vous reconnaîtrez que Sébastien Chenu avait mis beaucoup d'énergie à défendre pendant une heure sur un plateau l'idée qu'il fallait mettre fin à la double nationalité. Oui, mais il est revenu... Il y a aussi d'autres députés depuis qui ont dit qu'il faut être franco-français pour être ministre. Vous comprenez bien madame, il y a un député, je veux dire, on est un mouvement politique... Non, pardon, madame. Se sont sentis tristes et humiliés, voire même expulsés, exclus d'une partie des travaux. Je veux bien qu'on trouve dans un parti politique qui a 100 000 adhérents, un élu ou un cadre qui n'a pas mot pour mot. Non. C'est le vice-président de l'Assemblée nationale et c'est un député. Voilà, vous mentionniez le député Chudot. Sébastien Chenu, il est revenu lui-même sur son propre propos pour ne pas être incompris et il a dit on ne touchera pas à la double nationalité. Je vous le dis, j'ai vocation, si nous arrivons au pouvoir, à être Premier ministre dimanche, je ne remettrai pas en cause la double nationalité. Maintenant, pour être très simple, on ne peut pas réduire le phénomène, le fait migratoire à cette polémique sur la double nationalité. Emmanuel Macron a franchi... Je vous interrogeais sur la question du droit du sol. Emmanuel Macron a franchi tous les records d'immigration, record d'immigration légale, record d'immigration clandestine. L'immigration représente aujourd'hui une menace pour la sécurité publique, pour la sécurité des Français, une menace pour notre identité et aussi une menace pour nos comptes publics. Parce que quand je vois qu'on continue, par exemple, d'offrir la gratuité des soins à des étrangers en situation irrégulière, alors que nous avons un Français sur 3 qui renonce à se soigner parce que le reste à charge est trop important, moi j'assume de dire qu'avec moi, il n'y aura plus cette gratuité des soins offerte aux étrangers en situation régulière. C'est de la justice et avec moi, l'immigration sera réduite considérablement en France. Quand je vous pose cette question, j'ai en tête, quand je vous parlais de cet enfant de 13 ans, une auditrice italienne qui m'a appelé il y a quelques jours sur RMC et dont on sentait son angoisse quand même pour son enfant. Et j'ai aussi en tête les propos de Fadela. Fadela, elle a 47 ans, elle est infirmière, elle est franco-algérienne. Et elle disait que, même si elle a bien compris qu'elle ne serait pas... exclue, mais elle disait au fond le fait même qu'il reparle de ces binationaux. Je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai 47 ans, mais est-ce que je dois encore prouver que je suis une bonne Française ? Madame, qui a parlé des binationaux ce soir? C'est vous qui me posez des questions sur ce sujet depuis 6 minutes. Donc Fadela, je réponds à vos questions. Elle a dit son angoisse. Oui, mais qu'est-ce que vous lui dites? Je crois aussi qu'il y a beaucoup de caricatures qui sont dressées sur le projet que je porte pour le pays. Donc je le dis, il y a beaucoup de gens qui sont binationaux, qui sont des patriotes sincères, qui aiment la France, qui travaillent et qui pourront évidemment continuer à bénéficier de cette double nationalité comme tous ceux qui aujourd'hui vivent en France. Je ne remettrai pas en cause la double nationalité. Il y a aussi en France des gens, puisque c'était votre question sur le droit du sol, qui sont issus de l'immigration, qui sont devenus français, qui aiment profondément notre pays, mais qui eux aussi ne comprennent pas aujourd'hui qu'il n'y ait plus de règles en matière d'immigration et que l'effort extrêmement puissants qu'ils ont réalisé d'oublier une partie de leur culture d'origine. Mais les gars, vous voyez ce que vous m'envoyez là sur les tweets de 2014-2015 où ça mettait le drapeau palestinien, où Bardella s'affichait avec le drapeau, etc. et voulait reconnaître un État, deux États. Vous voyez Mélenchon, quand les journalistes ont sorti des archives de Mélenchon qui datent d'il y a 5 ans, 10 ans, etc., il a rétropédalé, je pense en l'occurrence au voile. J'aimerais bien que les journalistes d'ici à dimanche font exactement la même chose. Déterrer les tweets, poser la question de pourquoi Bardella, vous avez changé de position, vous avez changé de fusil d'épaule, qu'est-ce qui s'est passé entre 2014 à 2024 sur la position Israël-Palestine? Racontez-nous.
Moi, j'aurais bien aimé, genre. J'aurais bien aimé. Mais je sais que ces bâtards ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire, genre. Leur pays de départ, dans leur pays d'origine pour épouser la culture française, eh bien, on a un peu le sentiment aujourd'hui que les générations qui arrivent en France sont dispensées de cet effort. Donc, je remettrai de l'ordre dans la politique d'immigration. Je vais durcir les conditions d'acquisition de la nationalité et je veux surtout que nous cessions d'être une pompe aspirante et je romprai en cela le tabou de l'immigration de guichet social où je trouve, que la France est un peu trop généreuse, parfois avec des gens qui viennent... Par contre, il a une airline un peu, hein. La airline, elle commence à être fou, là, ça creuse, là, la airline, hein. Il y a un creuset de fou là, mon gars. Faut aller en Turquie. Hein. De l'étranger, sans aucune condition de maintien sur le sol français, de ressources, de travail, alors que nous avons beaucoup de nos compatriotes qui sont dans une très grande souffrance. Et moi, je suis safe, les mecs. Flécher l'argent public. Ça me semble être du bon sens. Une question sur le respect ou non de la justice et du tribunal administratif. Hier, la justice a annoncé qu'elle annulait la fermeture d'un collège privé hors contrat musulman à Nice, le collège Avicienne. Le préfet avait annoncé la fermeture et le tribunal administratif a donc cassé cette décision. L'argument qui avait été utilisé par le préfet pour la fermeture de ce collège, c'était de dire qu'il y avait une trop grande opacité des comptes et notamment de la provenance des dons pour ce collège. Le tribunal a reconnu qu'il y avait en effet une opacité, mais que ça n'était pas un argument suffisant pour faire fermer ce collège. Vous, la semaine prochaine, si vous êtes Premier ministre, les préfets dépendront aussi de votre autorité, de l'autorité de votre gouvernement. Qu'est-ce que vous leur direz aux préfets? Vous leur direz il faut respecter le droit et donc la décision du tribunal administratif, donc on laisse ce collège ouvrir, ou est-ce que vous irez contre la décision du tribunal administratif? J'entends combler le vide juridique qui existe aujourd'hui autour de la lutte contre le fondamentalisme islamiste. D'abord, je tente d'épouser depuis quelques jours la fonction de Premier ministre et si les Français m'accordent leur confiance, j'aurai à cœur de ne pas commenter des décisions de justice par respect pour nos institutions et par respect pour la séparation des pouvoirs. En revanche, je note sur le fond qu'il y a un vide juridique aujourd'hui autour de la lutte contre le fondamentalisme islamiste. Marine Le Pen avait porté lors de l'élection présidentielle un projet de loi de lutte contre les idéologies islamistes. Ce texte contenait des mesures extrêmement fermes pour permettre à l'État de fermer les mosquées radicales. Il y en a des dizaines aujourd'hui qui pullulent sur notre sol. Elles ne sont pas fermées. Pour permettre la dissolution de toutes les organisations politico-religieuses, dont certaines d'ailleurs ont refusé de signer la charte de la laïcité. C'est vrai avec les frères musulmans en France, c'est vrai avec ce qu'on appelle les Miligorus, qui est le bras armé de l'idéologie islamiste sous le contrôle de la Turquie d'Erdogan en France, dans nos quartiers, dans nos banlieues, pour permettre l'expulsion des étrangers radicalisés sur le sol de France. Les Français qui nous regardent doivent bien comprendre que la moitié des gens qui sont suivis pour leur proximité avec le fondamentalisme islamiste en France sont étrangers. Moi, je souhaite les expulser pour protéger mes compatriotes. Dans ce texte de loi qui va interdire les manifestations, les revendications, les outils militants du fondamentalisme islamiste, permettra précisément de répondre à ce type de cas. Je pense que nous avons été extrêmement faibles avec une idéologie qui nous a déclaré la guerre, qui a tué plusieurs dizaines de nos compatriotes depuis... Le problème, c'est sur quels critères il va se baser, c'est comment il va se décider si oui ou non il faut fermer une mosquée selon son bon vouloir. Bon, je pense qu'il y aura des enquêtes, les mecs, hein. Genre, Darmanin, durant son mandat, il a expulsé des... bon, pas des, je sais pas s'il en a expulsé plusieurs, mais je sais qu'on avait réagi à ça, il avait expulsé un imam. Il avait expulsé un imam, je crois, en Tunisie. Il y avait des mosquées radicales qui ont été fermées en France. Je ne sais pas sur quels critères ils se basent, mais ça doit être du renseignement. Ça doit être du service du renseignement. Je ne sais pas, hein, exactement, je ne sais pas. Les attaques et les attentats, les atrocités qui ont été commises par Mohamed Merah en 2012. Et moi, je n'aurais pas la main qui tremble à l'égard d'une idéologie qui tue nos compatriotes. Regardez, dérive sectaire, nous sommes plus faibles à l'égard de l'islamisme que ne le sont certains pays musulmans eux-mêmes. Aux Émirats, par exemple, les frères musulmans sont considérés comme une organisation terroriste. Moi, je les interdirais sur le sol de France. Jordan Bardella, s'il faut élargir ma majorité, je le ferai. Voilà ce que vous avez déclaré. Et je voudrais savoir avec qui. Et notamment, est-ce que vous irez chercher des personnalités de la société civile? J'entends bâtir un gouvernement d'union nationale. J'ai quelques noms à vous soumettre, ça ira plus vite. On joue au ni oui ni non. À la sécurité. Non mais pardon, je ne vais pas jouer au ni oui ni non. Non, mais parce que c'est je pas connais ce ni oui, petit ni non. jeu. C'est que vous savez très bien que c'est important.
laissez-moi. Non, mais j'imagine que vous savez très bien que j'allais pas vous répondre ce soir. Mais j'avais un doute parce que vous avez annoncé avant le premier tour des législatives que vous donneriez dans l'entre-deux tours un certain nombre de noms de personnalités. Non, j'ai dit que je les donnerais. Je serai respectueux. Alors, on va y faire très simple. Mon gouvernement, je l'ai en tête. Mon gouvernement, il est prêt. Et il y a dans ce gouvernement des personnalités du Rassemblement national, mais il y a aussi des personnalités qui viennent des Républicains, qui viennent de la droite, et des personnalités qui viennent de la société civile. Dans cette alliance que je conduis aux côtés d'Éric Ciotti, évidemment qu'Éric Ciotti aura vocation à assumer des responsabilités ministérielles au sein de ce gouvernement. Mais juste Henri de Castres, l'ancien patron d'AXA, est-ce qu'il pourrait? Non. Alors donc il y en a. En fait, on va pouvoir procéder quand même par élimination. Non, sur les 2 premiers noms que vous m'avez cités. Voilà, si vous voulez. Mais on va s'arrêter là parce que. Voilà, parce que alors, sinon, la soirée va être. Non, je connais ce petit jeu. Si vous le voulez bien, je me soumettrai à toutes vos questions. Mais là, pour le coup, on va peut-être s'arrêter là. Juste pourquoi? Parce que les élections ne sont pas encore terminées. Il y a un deuxième tour dimanche et avant de présenter aux Français mon gouvernement, j'ai besoin d'une majorité parlementaire. Nous pouvons avoir la majorité absolue. Nous aurons une majorité absolue. Et moi, je dis aux Français que face à ce parti unique Mélenchon-Macron, il y a une opportunité d'un changement raisonnable, d'un changement responsable. Ça fait 7 ans que vous subissez la politique d'Emmanuel Macron et dimanche, vous avez précisément l'opportunité de placer à la tête du pays des gens qui vous respectent, qui vous considèrent et qui vous aiment autant qu'ils aiment la France. Henri Proglio? Alors celui-là, on n'a pas de nom, c'est peut-être un oui. Juste une dernière question, parce que j'ai de nombreux SMS depuis que tout à l'heure j'ai lu les SMS en direct. Notamment là, j'ai un SMS d'un attaché parlementaire d'un groupe de gauche. Il dit, est-ce que Jordan Bardella garantira à tous les parents gays que leurs droits ne seront jamais remis en question? Je ne remettrai jamais en cause les droits d'un seul Français sur le territoire de la République française. Je m'attendais pas à ça. Je garantirai les droits de tous les Français. Et je veux même me battre pour aller reconquérir des droits qui sont aujourd'hui abîmés. Et je pense ce soir à toutes les femmes françaises, à nos mamans qui sont toutes extrêmement inquiètes quand leurs enfants sortent dans l'espace public. J'ai 28 ans et il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes de mon âge, qui sont extrêmement inquiètes lorsqu'elles sortent dans l'espace public parce qu'elles ont la crainte, au regard de la tenue, au regard du maquillage, au regard du trottoir, de l'heure, de la rame de RER qu'elles empruntent lorsqu'elles sortent le soir, le métro 13, harcelées, invectivées, parfois agressées. Le premier des droits, c'est la sécurité. Je le garantirai et je le rétablirai partout. Merci beaucoup, Apolline. Jordan Bardella, les téléspectateurs peuvent s'adresser à vous, vous poser des questions ce soir. Il y a une question, mais alors simplissime. Elle doit tenir en 4 ou 5 mots. C'est Michel qui vous la pose. On va la voir apparaître. Bonjour, monsieur Bardella. Quelle est votre profession? Non, désolé, c'est pas pour sucer, hein, mais la question, elle pue sa mère. Désolé, la question, elle pue sa mère, oui. Je suis député européen. Voilà. Mais avant ça j'ai commencé la politique, j'ai eu mon premier mandat à l'âge de 19 ans. Et j'ai consacré, je ne vais pas dire ma vie, parce qu'à 28 ans, ça serait présomptueux, à la défense de mes idées, à la défense de mon pays. Et je ne crois pas que la politique, ça soit un passe-temps. Et je pense que c'est un engagement à temps plein. Donc vous dites que c'est la un voie métier. que j'ai choisie. Oui, je pense que c'est un. Il a raté c'est plus qu'un métier, c'est plus qu'une profession. C'est un don de soi, la politique. Et croyez-moi qu'au niveau où je fais de la politique, on a très peu de temps de faire autre chose à côté. Je ne vais pas me faire le porte-parole de Michel, parce que je ne sais pas si elle avait ça en tête, mais je vais vous poser les questions à partir de ce qu'elle dit là. Vous comprenez que ça puisse perturber, inquiéter... Mais... In love, c'est qui ce trou du cul, là? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. In love de quoi? De qui? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est qui ce con? Que quelqu'un d'aussi jeune que vous, à 28 ans, qui n'a jamais eu d'autre métier qu'élu, que politique, puisse arriver à ces responsabilités-là, sans avoir connu, par exemple, une salle de classe, une entreprise, ce genre de choses. C'est-à-dire que la vie de ceux qui nous regardent, la vie professionnelle, vous ne l'avez jamais connue. Mais monsieur Sutet, vous pensez que... Les gars, vous pensez que pour être Premier ministre, il faut avoir connu la Hesse, il faut avoir connu la sueur de l'entreprise, l'usine. Vous pensez que ça se passe comme ça en France ou pas? Ah, il y a quand même beaucoup de oui, hein. Il faut connaître la Hesse pour être Premier ministre. Ok. Pas forcément. Parce que les gars, je vous explique un truc. Dans la vie, surtout en politique, depuis que je réacte des trucs politiques comme ça, TPMP, CNews, BFM, etc., il y a eu beaucoup de personnages politiques qui sont venus se greffer dans mes réactions de reportage. Ils viennent pas forcément d'entreprises. Ils ont fait des grandes écoles, ok. Mais est-ce qu'on a besoin forcément de connaître la Hesse, la cité, la street, l'école publique?
C'est une question qu'on se pose, hein. Enfin, moi, en tout cas, je me la pose. Mélenchon est venu dans la politique, mais il a pas fait... il a connu que des mandats, hein. Mélenchon, il a connu que des mandats, genre. Il a bâti sa fortune sur des mandats. Je crois qu'il était professeur avant, mais il est pas resté... C'est faux, ça. Il a taffé dans quoi avant? Il a taffé dans quoi? Il était prof. Oui, mais il était prof combien de temps, les mecs? Prof et journaliste. Jurez là une carte de presse. Prof et surveillant. Bon, ok, on a les mecs... Vous avez son CV à Mélenchon, pardon, excusez-moi. Désolé, excusez-moi. Vous avez son... Ok. Vous avez dégainé son CV, hop. Vous m'avez débunk, je vais mettre play, c'est bon. Bien joué à vous, les mecs, bien joué à vous. Quand on est donné à... C'était juste une question que je me posais. On a fait 32% à une élection européenne, 33% à une élection législative. Vous pensez qu'on ne connaît pas la vie des Français? Oula. Enfin, moi, je suis très étonné de votre question parce que vous n'avez pas posé cette question à Gabriel Attal. Alors, quand c'est Gabriel Attal, tous les observateurs sont ravis on parle de rajeunissement. Quand c'est Emmanuel Macron, on se dit enfin un jeune qui va venir bouleverser le paysage politique. La jeunesse en question. On lui a posé 1000 autres questions, sauf que je prends appui sur la question de Michel. Quand c'est nous, je note que la réserve est un peu plus importante. Croyez-moi, compte tenu de l'enfance que j'ai eue, de l'endroit dans lequel j'ai grandi, dans une cité modeste de Seine-Saint-Denis qui a été confrontée à l'insécurité, à la violence, au trafic de drogue, je connais la réalité de beaucoup de Français. Et je pense que si les Français... sont de plus en plus nombreux à nous accorder leur confiance, que ce soit à moi ou à Marine Le Pen, nous travaillons ensemble, c'est précisément parce que nous mettons des mots sur ce qu'ils ressentent. Mais ça ne vous manque et que pas. nous mettons des mots sur ce qu'ils vivent. Ça ne vous manque pas d'expérimenter, de sentir. Mais vous savez que la politique... Les gars, vous avez vu la vidéo de... Il y avait un journaliste qui est allé à la Seine-Saint-Denis, mais dans le quartier de Bardella, et comme c'est un mec de ma génération à moi, ils ont demandé à des mecs de quartier de Saint-Denis s'ils connaissaient Bardella. Personne le connaissait. Personne. C'est Street Press. Ok, ouais, Street Press. Personne le connaissait, genre. Il a aucun buzz à Saint-Denis, genre il se cachait, j'ai l'impression, il se cachait. Donc vraiment, connaître le quotidien des Français... c'est pas du spectacle. Voilà, quoi. C'est-à-dire que je veux dire, ça consiste très concrètement à bosser des projets de loi, à rédiger des textes de loi, à gérer des collectivités, à prendre des décisions dans la vie des Français, ce qui sous-entend parfois de sous-peser les avantages, les inconvénients. Parce que moi, désolé les gars, moi je suis à Saint-Denis. À Saint-Denis, il y a des coins qui sont aisés, hein. Désolé, hein. Ok, le département 9-3 est pauvre, mais dans la pauvreté, tout n'est pas pauvre dans le 9-3, les mecs, hein. Tout n'est pas pauvre. Il y a des quartiers qui sont bien dans Saint-Denis, hein. Moi, je vous spoil, je suis dans le bon quartier de Saint-Denis. Je suis littéralement dans le bon quartier, genre, le bon. Donc, de chiffrer, d'aller au bout, de connaître ces dossiers, de comprendre ce que vivent les Français, profession par profession. Je fais cela matin, midi et soir. Je me donne à tu vas à Basilique de Saint-Denis. Basilique, c'est la pauvreté. Ça, je suis bien d'accord, les mecs. Le marché jusqu'au marché Saint-Denis, je suis bien d'accord que c'est la pauvreté. Mais quand tu vas à la plaine où il y a les studios, près du Stade de France, t'as les studios, les plateaux télé, les plateaux de cinéma, etc. Genre, excusez-moi, c'est des coins riches, hein. C'est des coins riches. L'île Saint-Denis, c'est un coin riche. Tout n'est pas pauvre dans le 9-3, quoi. 100% pour cela. Et je pense qu'on ne peut pas douter ni de ma sincérité, ni de mon énergie. Et croyez-moi, de la première seconde jusqu'à la dernière, si les Français m'accordent leur confiance, j'entends me donner pour eux et à leur service. On va chiffrer, Jordan Bardella. Voici Nicolas. Avec grand plaisir. Oh putain. Oh putain. Nicolas. Bonjour Jordan. Bonsoir Monsieur Dose. Bonsoir. J'ai un chiffre erroné que j'ai donné tout à l'heure sur l'impact de la hausse du SMIC en termes de perte nette d'emploi sur un an, c'est 29 000 et pas 180 000 comme je l'ai dit. Voilà. 29 000. C'était pas le bon chiffre, donc je tiens à le préciser parce que j'ai vérifié depuis. Parlons de votre programme économique avec moi, et exclusivement de ça. J'ai plein de questions. Je me suis demandé pourquoi vous vous lanceriez dans cette baisse de TVA de 20 à 5,5% sur l'énergie, et notamment sur les carburants, au-delà du fait que c'est une subvention aux énergies fossiles. Bon. Mais pourquoi se lancer dans cette voie-là, alors que vous avez l'assurance que ça vous coûte une fortune, on est au-delà des 10 milliards d'euros, vous avez l'assurance que vous ne ciblez pas des publics particuliers, tout le monde en profitera, et vous avez une très faible assurance qu'il y aura un effet sur les prix.
Parce que les baisses de TVA déjà observées, c'est pas un ascenseur la TVA. Quand vous la baissez, le gros peut aller dans la poche du producteur. Quand vous la montez, vous savez que ça va direct dans les prix et ça tape le consommateur. C'est cher et sans doute pas efficace. Pourquoi je la fais d'abord peut-être pour répondre à la première partie de votre interrogation. Parce qu'il y a des millions de Français aujourd'hui qui n'arrivent plus à se déplacer, qui n'arrivent plus à se chauffer l'hiver, et qui ont fait beaucoup d'efforts pour réduire leur consommation d'électricité et qui, en parallèle de ça, ont vu les factures continuer d'augmenter. L'électricité, c'est 45% de hausse depuis 2 ans. Donc j'assume ce choix. Vous savez, pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, il y a 2 solutions. C'est soit on augmente les salaires, on abordera peut-être la solution que j'envisage avec nos chefs d'entreprise pour leur permettre d'augmenter les salaires sans charge, soit la baisse des dépenses contraintes. Moi, le levier que j'ai identifié pour leur permettre immédiatement de retrouver du pouvoir d'achat, c'est la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant et les énergies. Oui, j'ai bien compris. Maintenant, vous me dites, peut-être sur la deuxième partie de votre interpellation, vous me dites que ça ne va pas leur bénéficier. C'est faux. Partout, il y a eu autour de nous en Europe des baisses de TVA. La Pologne l'a fait sur le carburant. L'Espagne, le Portugal l'ont fait sur les produits de première nécessité. C'est ce que je souhaite faire dans la deuxième partie de mon action à compter du budget d'octobre. Si l'inflation explosait, les baisses se sont répercutées sur le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Vous n'avez aucune certitude sur la répercussion. Je regarde ce qui se fait ailleurs. Alors, on l'a fait chez les restaurateurs, ça n'a pas fonctionné. Ça n'est pas vrai. Vous savez très bien que le carburant est pour beaucoup d'industriels un produit d'appel, notamment pour les grandes surfaces, et que le niveau de concurrence entre deux offres au restaurant très différentes et le carburant chez qui tout le monde va, c'est pas la même chose. Là-dessus, c'est la concurrence la qui DGCCRF fera le travail, ça c'est aura certain. instruction de vérifier la répercussion de ces baisses de TVA, et je me permets de finir cet argument. Elle n'est absolument pas obligatoire, cette répercussion. J'y tiens. Elle n'est absolument pas obligatoire. Non mais c'est pas le... Il n'y a aucune obligation. Oui, mais il n'y a aucune obligation de la répercuter intégralement dans les prix. C'est une baisse de taxes. L'Espagne est... En gros, c'est une promesse, quoi. C'est je baisse la TVA et j'espère que les entreprises vont jouer le jeu et de baisser le prix de l'essence, quoi. Voilà, c'est une sorte de promesse, quoi. C'est le Portugal, monsieur Dos, pardon, je termine mon exemple. Il y a eu des études qui ont été faites à la fois par la Banque d'Espagne et par la Banque du Portugal, qui ont démontré que l'intégralité de cette baisse de TVA s'était répercutée immédiatement, s'agissant des produits de première nécessité, sur le ticket et sur la... mais ça, je l'entends, Bardella, mais... La mentalité espagnole et française, elle est peut-être pas pareille, hein. On sait pas. Lorsque vous allez faire vos courses. Donc, c'est un choix que j'assume, c'est un choix que je mettrai en œuvre. Faut prier, quoi. J'y vois là un moyen de restituer du pouvoir d'achat. Et vous savez que la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la consommation est légèrement plus élevée en France qu'elle ne l'est en Allemagne ou qu'elle ne l'est au niveau européen. Et donc, je souhaite précisément, aussi par ce biais, réaligner les taxes sur la consommation avec la moyenne européenne. Donc, c'est à la fois un réalignement européen et en même temps une restitution de pouvoir d'achat. Nous avons un niveau moyen de TVA en France inférieur à la moyenne de l'Europe. Pas sur la consommation, pas sur les taxes moyennes de consommation. Et je vais même vous donner peut-être pour que les Français qui nous écoutent ce soir comprennent, sur un plein moyen de 50 litres, c'est 10 à 15 euros que je rends immédiatement à la pompe. Donc peut-être qu'avec cette mesure, je vais permettre à beaucoup de Français sur les routes de partir en vacances qui se disent aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire parce que mes dépenses contraintes sont trop élevées. Vous êtes convaincu de l'effet, moi beaucoup moins, mais c'est effectivement la concurrence qui sera clairement le juge de paix. Qui n'est pas la même que sur la restauration. Qui n'est pas la même que sur la restauration. Mais vous avez quand même des zones de chalandise où il n'y a pas énormément de concurrence. Bon bref, la baisse de TVA, ça n'est pas un choix unilatéral de la France. Tout ça est pour vous transparent, clair, évident, tout va bien se passer? Ça l'est. Il y a un sujet, vous le savez, avec une directive européenne sur le carburant. Il y a des pays européens, il y a des jurisprudences. La Pologne l'a fait en baissant son taux de TVA sur le carburant il y a quelques mois à 8%. La Commission européenne n'a rien dit et elle a laissé évidemment cette baisse de taxe. Puis surtout, moi j'arrive avec un argument. La différence entre le gouvernement et le mien, c'est que moi, je souhaite défendre les intérêts de la France sur la scène européenne. Et donc, quand on arrive devant la Commission européenne pour indiquer que la France va baisser son taux de TVA s'agissant du carburant à 5,5% avec le vote, un vote démocratique qui est celui du Parlement, c'est un argument que je crois être un argument de poids. Eh bien, j'attends de voir la négociation. Alors, deuxième élément très important, c'est cette mesure... mais les gars, il faut vous rendre compte que pour faire ce genre de loi, il faut passer à la Commission européenne, attendre l'aval de la Commission européenne pour faire passer ça, genre. C'est ce que j'ai compris. C'est une dinguerie quand même. Elle est où notre souveraineté dans tout ça, genre? Faut attendre le feu vert de la commission, genre. On est ses putes. On est la pute de la commission, genre. C'est quoi ce bordel? On est dans ça, là, vraiment? Spoiler, oui. Putain, c'est grave. C'est pas vraiment ça.
Bonsoir, oui. En vrai, non. Mettez-vous d'accord, les pro-européens et les anti-européens, là. Faut se mettre un petit peu d'accord, hein. Mesure qui peut paraître complexe. pas facile, vous proposez une exonération de cotisations sociales pendant 5 ans aux entreprises qui accordent des hausses générales de salaire jusqu'à 10% dans la limite de 3 fois le SMIC. 3 fois le SMIC. C'est bien ça? Oui, parfaitement. Oula. Je me suis dit en voyant cette mesure, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va augmenter les salaires? Encore une fois, je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure à Gabriel Attal et à Madame Tondelier. C'est une entreprise qui a de l'activité et qui a des gains de productivité pour pouvoir tirer les salaires à la hausse. Encore une fois, le salaire ne se met pas dans une loi de finances. Les revenus ne se mettent pas dans une loi de finances. C'est effectivement avec les prélèvements obligatoires éventuellement qu'on peut jouer sur le pouvoir d'achat. Et là, c'est un choix politique, je vous l'accorde. Parfaitement. Une entreprise ne va pas se mettre à augmenter les salaires parce qu'il y a des exonérations de cotisations à prendre. Est-ce que vous ne craignez pas? Je ne peux pas affirmer à 100% ce que je dis, mais j'ai l'intuition que vous risquez de créer un fabuleux effet d'aubaine en subventionnant des hausses de salaire qui auraient existé sans la mesure que vous proposez, et qui sera une mesure qui peut coûter beaucoup d'argent. Parce qu'elle n'existe pas, ces hausses de salaire, pour une raison très simple, c'est que les chefs d'entreprise disent quoi? On ne peut pas augmenter les salaires parce que les charges sont trop importantes. Le fameux exemple du SMIC, où pour augmenter quelqu'un... C'est très particulier, le SMIC. C'est 400 euros. Bon, vous connaissez c'est très, très particulier, parce que le SMIC est complètement déchargé. Il y a deux hypothèses. Déchargé. Soit on vend quelque chose d'invendable, comme le fait la NUPES, c'est-à-dire on va augmenter le SMIC à 1600 ou 1800 euros. 1600 net. Sans dire d'ailleurs... Pour un temps plein à 35 Sans dire d'ailleurs que la hausse de charges que ça va représenter pour beaucoup d'entreprises va non seulement tuer ces entreprises, mais va donc de facto créer une augmentation du chômage qui va venir peser évidemment sur la société française et sur les dépenses sociales. On l'a fait tout à l'heure, Jordan Bardella. Les auditeurs l'ont entendu. J'étais pas tout à l'heure. Donc, les auditeurs ont entendu. Les auditeurs ont entendu tout ça, et j'ai même corrigé l'impact sur les pertes nettes d'emploi annuelles. La deuxième solution, Monsieur Dose, c'est de permettre à nos chefs d'entreprise, je passe un deal gagnant-gagnant avec eux. Non, mais je leur dis, vous augmentez de 10% les salaires de vos salariés. De tout le monde. Vous en avez rappelé les conditions. Ouais. Ces 10% de hausse sont exonérés de cotisations. Pendant 5 ans. Et ça permet donc de permettre sur le long terme une augmentation des salaires. Mais vous savez, moi, la différence peut-être avec mes concurrents, c'est que je suis candidat de la vérité. Je vous donne simplement ma lecture. Voilà. Et que je ne vends pas aux Français des solutions. D'abord, je ne dépense pas de l'argent que je n'ai pas. Et je ne vends pas aux Français des solutions invendables. Vous voyez, pour augmenter les salaires, il ne suffit pas d'arriver sur un plateau et de dire demain, je mets les salaires à 2 000 euros. Ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Donc, moi, je suis le candidat du sérieux sur les questions économiques, du pragmatisme, et je veux permettre à nos chefs d'entreprise de leur redonner cette liberté. Et donc, je déverrouillerai pour eux la possibilité, je leur redonnerai la liberté d'augmenter les salaires sans charge. Maintenant, si vous avez des solutions un peu meilleures, n'hésitez pas à nous en faire part. Mais je peux vous assurer que c'est des sujets éminemment complexes et qu'on n'a pas de baguette magique pour la hausse des salaires. Il faut augmenter les salaires parce que les salaires sont trop bas dans notre pays. Et moi, la solution que je mets sur la table, c'est une hausse de salaire sans charge parce que ça me semble être à la fois bon pour le pouvoir d'achat et en même temps respectueux de la situation économique de nos entreprises. La question du salaire net, c'est la vraie question, et ce n'est pas le salaire brut la question. Et il faudra un jour, effectivement, mais c'est un travail lourd, très lourd, remettre totalement à plat le modèle de financement de la protection sociale. Parce que c'est ça le sujet. Pourquoi est-ce que les salaires sont trop bas en France? Parce que le net est prélevé par une montagne de prélèvements préalablement. Bon, après, c'est bien, si vous voulez, de jouer sur les allégements de cotisations sociales, mais il y a bien un moment où le modèle social, il faut le financer. C'est pour ça que vous dites que tout ça est parfaitement équilibré. Ce n'est pas totalement ma conviction en termes de financement du modèle social. Mais j'avance, parce que il y a plein de... Je sais pas pourquoi, mais ce mec-là, il veut un modèle à l'américaine. Hein. Vraiment, hein, ce mec-là, on sent qu'il est bien libéral. Hein. Lui, le modèle social en France, il s'en carre l'oignon, ce type. Hein. Sujet. Je voudrais qu'on essaye de clarifier votre position. Juste, j'enlève pas une recette, c'est un manque à gagner. Oui. Et vous en conviendrez. Oui, mais pardonnez-moi, la protection sociale a besoin de financement. Oui, c'est un autre débat. Mais elle a besoin de recettes. Voilà. On a, je vous rappelle, une caisse d'amortissement de la dette sociale qui traîne. Merci de me rappeler que je vais hériter. Et d'ailleurs, les comptes de la sécurité sociale qui n'ont pas été certifiés. Merci de me rappeler que je vais hériter d'un pays en quasi-faillite budgétaire et que le cadeau, entre guillemets, empoisonné que laisse Emmanuel Macron à ses successeurs va être très lourd. Mais on voit là, effectivement, on nous a beaucoup reproché notre compétence sur les sujets économiques. Et c'est vrai que les Mozart de la finance ont un bien triste bilan. La réforme des retraites, je voudrais clarifier. Putain, mais il a toujours son sens de la punchline, hein, vraiment. Les Mozart de la finance. Vraiment ce que vous voulez faire. Alors, après, c'est vrai, les mecs, là où je suis d'accord avec Bardella, c'est que le Premier ministre et son gouvernement va hériter d'un bilan catastrophique d'Emmanuel Macron, les mecs. Hein. Désolé, hein, mais
C'est la vérité, quoi. Hein. On ne va pas refaire votre proposition sur les carrières longues, les jeunes ayant commencé avant 20 ans, après 42 années. Pourtant, c'est ma priorité. Oh, oui, la c'est votre retraite, priorité. Mais votre priorité, c'est l'abrogation de la réforme des retraites à l'automne. Bah, de facto, bien sûr. Alors, j'aimerais que vous me disiez si à l'automne, après abrogation de la réforme des retraites, l'âge légal, je ne parle pas de l'âge à taux plein, l'âge légal de départ à la retraite en France sera 62 ans. 62 ans. D'accord. Et 42 annuités de cotisation. Voilà. Donc, on avance l'âge de départ et on réduit le nombre d'annuités pour une raison exigées. très simple, c'est que... Non, mais je voulais juste Pourquoi j'en viens à cette logique la réforme des retraites mise en œuvre par Emmanuel Macron, la réforme Macron, d'abord, elle coûte de l'argent cette année. Et elle a des coûts cachés. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que 2/3 des actifs de plus de 60 ans, vous en conviendrez, sont aujourd'hui sans emploi. Ils sont donc soit soumis à l'invalidité, soit au RSA, soit au chômage. Par conséquent, quand on décale l'âge de départ à la retraite, qu'on le retarde, on augmente les dépenses sociales. Et c'est un coût qui a été estimé par le ministère de la Santé à 3,6 milliards d'euros. Ma réforme on des augmente retraites, le taux d'emploi, Jordan. qui doit permettre... On a déjà, avec cette réforme des retraites, augmenté le taux d'emploi. Absolument. Absolument. Non. Ma réforme des retraites, Monsieur Dose, elle est bâtie sur quelle logique? Je veux qu'on puisse on puisse avantager ceux qui rentrent tôt sur le marché du travail. Oui, mais ça, je veux augmenter le taux d'activité. Et je veux que ceux qui ont commencé avant 20 ans, qui ont des métiers difficiles... Vous voulez augmenter le taux d'activité à la retraite? De facto. En faisant une contre-réforme des retraites, vous comptez augmenter le taux d'activité. Il devient plus intéressant avec ma réforme d'entrer tôt sur le marché du travail. Et je réponds aussi à une demande de nos chefs d'entreprise qui, aujourd'hui, ne trouvent pas la main-d'œuvre nécessaire dans un certain nombre de professions. Donc ça correspond à une vision, et c'est surtout une vision de l'homme. C'est un choix social. Mais là, vous me que j'assume. Il y a des millions de Français... Faire une contre-réforme des retraites sur l'âge légal et sur le nombre d'annuités et penser que le taux d'activité augmente derrière, là, vous êtes Mozart aussi. Hein. Monsieur... Non, je n'ai pas cette prétention. Ah ben là, si. Mais j'ai la prétention quand même d'être l'avocat ce soir de ceux qui ont commencé à travailler très tôt, qui font des métiers difficiles, qui n'ont pas la chance que nous avons tous les deux de travailler dans des conditions de bureau, à l'intérieur, qui sont peut-être plus confortables. Il y a des métiers passion. difficiles. Mais moi aussi, j'ai un métier de passion. Mais aussi. Cette France qui a commencé à travailler avant 20 ans, je veux qu'elle parte à la retraite avec 40 annuités et à partir de 60 ans. Au-delà, il y a une progressivité, c'est normal. Mais dans la réforme que je défends, tout le monde y gagne évidemment un petit peu. J'avance. Vous promettez un prix français de l'électricité. Oui. Est-ce que honnêtement, vous avez fait quand même beaucoup d'allers-retours sur plein de trucs. Bon, pas du tout, pas du tout. D'accord. Est-ce que vous comptez toujours sortir du marché européen de l'électricité? Non, je veux sortir des règles de tarification des prix. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Elles sont modifiées, elles entrent en vigueur en 2026. Mais bien sûr que si. Non. Ça n'est pas vrai. C'est une usine à gaz, c'est un système soviétique. D'ailleurs, ça m'étonne de vous que vous défendiez ça. Ce qui a été mis en place, c'est un système soviétique, c'est ce qu'on appelle des contrats de longue durée qui vont bénéficier essentiellement aux entreprises électro-intensives et aux énergéticiens. Moi, ce que je souhaite d'ici là, c'est que la France puisse négocier une dérogation pour retrouver un prix de l'électricité de vente qui corresponde à son coût de production, qui a été historiquement autour des 60-70 euros le mégawatt. Aujourd'hui, le prix européen, il est 10 euros du kilowattheure en dessous du nôtre. Non, mais il change tous les jours. Et il change toutes les heures. Ce sont les règles du marché. En tout cas, elles changent toutes les heures. En tout cas, vous comptez effectivement ne pas quitter le marché européen, mais quitter le mode de fixation du prix. Mais oui, parce que le marché, il existe de facto. Je suis pas sûr que le truc matche. Monsieur Dose, pardon. Ben oui, mais je pense que ça matchera difficilement. Le marché, il existe. Il y a une offre, il y a une demande. La France est le premier exportateur au niveau européen d'électricité. Le marché, il existe par les interconnexions physiques. Et nous sommes au cœur de cette interconnexion. Exactement. Donc, moi, je la souhaite grande que la différence France, avec la péninsule ibérique, par exemple. Je souhaite que la France puisse continuer à exporter l'électricité. Mais je n'admets pas que la France soit privée de l'avantage comparatif que lui a toujours accordé le nucléaire. Donc je veux que nos entreprises, je veux refaire de la France un paradis énergétique. Et si on veut réindustrialiser, si on veut relancer la croissance, et l'ambition que je porte en matière économique, c'est de déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent sur la croissance, je veux une énergie pas chère pour les entreprises, pour les Français. Bon courage pour la renégociation à Bruxelles de ce que vous me décrivez. Très franchement, j'entends ce que vous dites. On ne va pas répéter ce que vous venez de dire. Je pense que ça va être hyper compliqué. J'ai fini? Oui. Non.
Bah oui. Oh. Allez, dernière Bon. question. Et tout ce que je vous dis, vous me dites que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Non, mais je vous Mais dis à que un moment donné, je veux changer le système actuel Toute parce que dernière question, j'estime Nicolas. qu'il n'est pas avantageux Je pour mes vous dis que la concitoyens. TVA à 5,5, vous n'aurez pas l'objectif. Le résultat, vous me dites que ça ira, et que l'exonération de cotises sur les hausses de salaire, il y aura un effet de bête, mais vous n'y croyez pas. Mais je ne vous... Bon, non, mais- bon. C'est un économiste qui te dit, mon gars. C'est quand même un économiste qui te dit. T'as vu ce qui s'est passé avec Papsan hier? Non, il s'est passé quoi hier avec Papsan? Tu peux m'expliquer ou pas? Je suis pas au courant. Je vis dans une grotte, du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Insulté par une raciste. Non! Papsan a été insulté par une raciste. Arrête! Il y a le clip qui tourne sur internet. Non! Attends, sérieux? Non! Mais faut l'attraper! Mais non! Est-ce que à la fin, il a dit le classique Shinzo Sasageyo? Vous votez Eren Yeager, madame. Non, je sais pas, j'ai pas vu, je sais pas de quoi vous parlez. Non! Ah ouais, c'est chaud! C'est pas bien d'être comme ça, wesh. Ah ouais, ok. Ok, je savais pas, les gars. Merci, merci. J'ai un point de vue différent du vôtre. Comment est-ce qu'on peut faire une... Alors, Chaud, la hein. contre-réforme des On va retraites qui changer la augmente le France, taux hein. d'emploi, vous m'avez fasciné. Mais comment peut-on faire une contre-réforme des retraites et dire qu'on va J'en demandais pas tant, restreindre mais- et dire qu'on va restreindre le recours à la main-d'œuvre étrangère? Et d'ailleurs, les gens de l'UDP, les artisans et les commerçants, ont manifesté une vraie inquiétude à l'idée qu'ils ne pourraient plus avoir les mêmes recours à la main-d'œuvre étrangère qu'aujourd'hui. Ça n'est pas vrai. Comment Moi, ça, j'ai ça lu n'est le pas vrai? communiqué sonné au moment de ce débat sur la loi immigration, communiqué qui avait été position commune entre l'UDP, le MEDEF et la CPME, qui elle-même indiquait leurs réserves sur l'article 3, devenu l'article 4 bis, de cette loi immigration qui prévoyait d'accélérer les régularisations, en disant Pour les métiers en occupons-nous tension. d'abord de former des jeunes en France pour leur permettre de travailler. Maintenant, je suis très clair, il y a des secteurs aujourd'hui où on a recours à des travailleurs étrangers parce qu'on n'a plus de médecins, parce qu'on a effondré la filière nucléaire et qu'on est contraint d'aller chercher des soudeurs aux États-Unis. Mon sujet, c'est pas qu'on fasse venir des gens pour travailler avec un contrat de travail et qu'ils repartent à l'issue de ce contrat de travail. Mon sujet, c'est que je suis opposé à ce qu'on régularise des clandestins, parce que quand on vient en France, quand on viole les lois, on ne peut pas bénéficier de droits. Donc je veux juste remettre un peu d'ordre dans le pays, remettre de l'ordre dans les comptes, remettre de l'ordre dans la rue et remettre un peu de bon sens. Mais encore une fois, moi, vous savez, je pense que l'économie, c'est de la confiance, et je suis très pragmatique à l'égard de nos entreprises, et je serai très à l'écoute de ce dont elles ont besoin pour la croissance, parce que mon objectif, c'est la croissance, la croissance. Bon, tu auras de la soumission envers le capitalisme. Il n'y aura même plus de volonté politique d'inciter les entreprises à augmenter les salaires et à redistribuer les richesses. Il a dit, je fais confiance aux entreprises, donc indirectement, il va faire confiance au capitalisme. Il va le subir, quoi. Il va le subir. Mais mon gars, faut pas faire confiance aux milliardaires. Il faut pas. Mais bon, comme il a pas de haut diplôme, il peut pas comprendre. Oui, le mépris de classe. Ouais. La croissance. Merci beaucoup, Nicolas Dos. Ben oui, c'est fini. Dans un instant, Benjamin Duhamel, j'ai une question, Jordan Bardella. Vous avez expliqué hier sur la foi de rumeur, et j'insiste sur le mot de rumeur, parce que c'est le terme qu'a employé elle-même Marine Le Pen, qu'un coup d'État administratif se préparait en France, qu'Emmanuel Macron allait annoncer aujourd'hui même le changement de dizaines de préfets, du patron de la gendarmerie, de la police. Il n'en a rien été. Je reviens à ce mot de rumeur que Marine Le Pen employait. Rumeur, c'est aussi le mot qu'on trouvait, et visiblement c'est le point de départ, dans un article du JDD, qui publie également une interview de Philippe de Villiers qui parlait lui-même de rumeurs. Oh, le JDD, Est-ce qu'on peut faire campagne sur des rumeurs? Monsieur Switek, nous sommes à la veille d'un choix très important qui va décider, les Français vont choisir leur nouveau gouvernement et une nouvelle majorité pour le pays. Un certain nombre d'articles de presse, compris d'ailleurs rapportés par vos confrères avec qui j'ai discuté avant de venir ce soir, ont fait état de cette volonté du chef de l'État, en prévision d'un futur gouvernement qui ne serait pas issu de son mouvement politique, et donc peut-être du Rassemblement national et des Républicains, de procéder à un certain nombre de nominations, notamment changer le patron de... Wesh, madame. On fait état de cette volonté du chef de l'État, en prévision d'un futur gouvernement qui ne serait pas issu de son mouvement politique, et donc peut-être du Rassemblement national et des Républicains. Wesh, madame, Madame, je comprends pas, là, faut aller dormir, chef. Faut dormir, chef, c'est quoi ça? C'est quoi ce comportement-là? De procéder à un certain nombre de nominations, notamment changer le patron de la police,
Wesh, elle est en train de faire un délicieux rêve, hein. Oh, le rêve, il est... Waouh. De remplacer, avant même la nomination du gouvernement, Mon gars, elle est le KO, patron de la gendarmerie, et de faire un peu partout un certain nombre de nominations qui consisteraient Mais rien à ne s'est recaser... produit là concrètement. Sur la police, la gendarmerie, écoutez, aujourd'hui, rien ne s'est produit. Oui, merci Marine Le Pen et merci le Rassemblement National, parce que... C'est parce que vous avez agité cette rumeur-là que ça ne s'est pas produit. Bah, évidemment. Mais quel fait vous avez pour avancer ça? Les articles... Quelles informations vous avez? Écoutez, vous êtes journaliste. Oui, justement. Ce sont des journalistes qui nous ont alertés de cela, et pas que des journalistes, des personnes bien placées au sein de l'appareil d'État. Vous savez, on a des contacts au sein de l'État. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se préparent à notre arrivée au pouvoir. Et donc, tout le monde savait, dans ce qu'on appelle le petit milieu, qu'Emmanuel Macron précipitait, dans le cadre du Conseil des ministres de mercredi, un certain nombre de nominations. Nous avons donc décidé, sur la base d'articles de presse, vous mentionnez l'article du Journal du Dimanche qui a été publié quant à ces bruits de couloir, quant à ces rumeurs de nomination en prévision de mercredi. Nous avons donc décidé d'alerter les Français, de les prendre à témoin. Moi, si vous voulez, Donc vous assumez sur la base de rumeurs, encore une fois. Le terme a été employé par Marine Le Pen, de rumeurs. Non, je ne jette pas le discrédit sur des gens qui travaillent avec Emmanuel Macron, qui sont des serviteurs de l'État et qui l'ont accompagné dans le cadre de la politique pour laquelle il a été élu. Mais je dis juste au président de la République qu'on ne peut pas faire des nominations, changer, placer un tel ou tel poste avant même que le gouvernement soit nommé. C'est juste cela que je dis. Mais si j'inverse la chose, et je pense par exemple aux fonctionnaires et aux hauts fonctionnaires qui peuvent nous regarder ce soir, ça voudrait dire que si vous arrivez au pouvoir, vous auriez envie d'avoir, vous, des fonctionnaires, c'est-à-dire à votre botte. C'est comme ça qu'on peut dire les choses? Oula. Je souhaitais, quand Oula. la rumeur circule de la nomination à la tête de la police nationale du directeur de cabinet de M. Darmanin, oui, on peut, qui n'est pas, je crois, issu, je ne le connais pas personnellement et je le respecte pour ce qu'il fait, mais il n'est pas issu de l'administration de la police, en l'occurrence. Oui, on peut légitimement s'interroger. Donc voilà, moi je dis juste ça, il y a des élections, on fera ces nominations conjointement avec le gouvernement qui sera choisi par les Français dimanche. Mais encore une fois, moi j'ai toute confiance dans les hauts fonctionnaires français, dans les serviteurs de l'État. Je crois qu'on a une administration de très grande qualité et dans le projet que je porte pour le pays, il y a aussi la volonté, non pas seulement de rétablir la politique dans ce qu'elle a de plus noble, mais de rétablir l'État. Emmanuel Macron a fait beaucoup de mal à l'appareil d'État en supprimant, en réformant le corps préfectoral, le corps diplomatique. Je rétablirai le corps préfectoral et je rétablirai le corps diplomatique. Vous êtes ce soir face à BFM et face à Benjamin Duhamel. Ouais, bon, les questions... On peut avoir un peu des questions face au barrage, nanana. Oh là là. Y a pas le partira pas, le fameux thread, les mecs. Y a pas eu de questions un peu polémiques, là, je comprends pas. Vous êtes très loin de la majorité absolue. Vous n'auriez, selon cette projection de sièges, qu'entre 190 et 220 sièges. Voilà, on voit à l'instant apparaître cet hémicycle. Vous pouvez dire adieu à Matignon? Nous aurons la majorité absolue. Je prends un témoin, sondage, hein. Bon, je prends un témoin le sondage qui s'affiche. Vous vous souvenez des projections en termes de sièges du dernier sondage des élections législatives de 2022? Qui effectivement vous donnait beaucoup moins de députés. À 45 sièges. Ouais. Nous avons eu 89 députés. Et 1+1 en politique ne fait jamais 2. Et je me mets à la place les ce sondages soir. sur les européennes ont donné des résultats qui étaient conformes C'est une proportionnelle à un tour. Ce qui s'est passé à la fin. Vous êtes bien trop rigoureux pour confondre une estimation, en tout cas mêler une estimation sur une proportionnelle à un tour et en fait 577 élections différentes, moins évidemment les gens qui ont été élus au premier tour. Je pense que nous aurons une majorité absolue. Mettez-vous à la place d'un Français qui a voté pour Emmanuel Macron aux élections législatives et à qui on vient dire au second tour tu vas devoir aller voter pour la France insoumise, un parti politique que le président de la République lui-même, pas il y a 6 mois, pas il y a 1 an, il y a 15 jours, considéré comme un parti antisémite, communautaire, anti-parlementaire. Je l'ai rappelé tout à l'heure à Gabriel Attal, mais est-ce qu'au fond, vous n'avez pas sous-estimé l'efficacité du réflexe de Front républicain? On vous entendait beaucoup considérer que tout ça c'était terminé, que ça ne fonctionnerait plus. Le fait est que quand on regarde le nombre de désistements, ça a fonctionné. Mais vous croyez... Non. Vous croyez que ça fait... En termes de désistement, ça a fonctionné. Mais on verra si les électeurs... Vous croyez que ça fait honneur à la politique Vous croyez que ça fait honneur à la politique de vouloir tout faire
pour empêcher un mouvement que je préside qui a réuni des millions de Français, plus d'un tiers du corps électoral aux européennes, plus d'un tiers du corps électoral aux élections législatives dimanche dernier, de l'empêcher de gouverner. Mais c'est quoi cette conception de la démocratie? On est quoi? On est des sous-citoyens? On est des sous-électeurs? Ce que font messieurs Macron et Mélenchon, qui ont passé leur temps à se traîner dans la boue pendant des mois et des mois, c'est une alliance du déshonneur. Du déshonneur pour l'un, mais aussi du déshonneur pour l'autre. Venir voir monsieur Macron se mettre derrière, appeler à voter, retirer ses candidats pour appeler à voter pour ceux de monsieur Mélenchon, qui est une mouvance d'extrême gauche, qui veut désarmer la police, libérer des détenus, qui considère que le Hamas, qui a commis des atrocités en Israël, est un mouvement de résistance et non une organisation terroriste. Je ne vais pas me faire le porte-parole de la France Insoumise, il y en a certains qui ont dit ça, et dans l'accord du nouveau Front Populaire, il est dit que les attentats du 7 octobre sont des attentats terroristes. Ah bon, qui? Qui considère que c'est effectivement dans le programme du nouveau Front Populaire. Madame Obono, Madame Hassan, Monsieur Mélenchon est arrivé à la télévision à côté de Madame Hassan, qui est une militante pro-Hamas, avec un kéfier à la télévision. Alors, on vous a entendu, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui n'a ni queue ni tête? Et je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs, à la fois de Monsieur Mélenchon et de Monsieur Macron, qui n'iront pas voter ni pour l'un ni pour l'autre. C'est quoi cette alliance sans on vous entend sur ce point-là commun. Je vous ai écouté, Marine Le Pen et vous, évoquer la barre de 270 députés, barre à partir de laquelle vous pourriez envisager d'aller à Matignon. Jamais, je n'ai jamais parlé de 270 députés. Marine Le Pen l'a dit? Non. Si. Alors, non. Écoutez, j'invite, interroger, elle dit oui, effectivement, à partir de 270, j'invite tous ceux qui nous regardent à aller vérifier. Allez-y, il faut peut-être finir la phrase de Marine. Sur France Inter hier matin. Finissons peut-être. À partir de 270, vous considérez au fond que vous pouvez aller chercher des... Bah oui, pardon. C'est exactement ce que je veux dire. Mais que vous pouvez aller chercher des partenaires et que donc, au fond, l'idée d'aller à Matignon est envisageable. Est-ce que vous nous confirmez donc ce soir que c'est la barre à partir de laquelle vous vous dites là j'y vais et j'essaye d'aller convaincre des partenaires pour avoir une majorité? J'irai à Matignon si j'ai une majorité absolue. Évidemment, s'il nous manque 3-4 sièges pour cette majorité absolue, on peut envisager qu'il y ait autour de nous, dans d'autres forces politiques, des divers droites, des républicains, qui acceptent de travailler avec nous, de voter la confiance et de voter le budget. Mais juste pour que les Français qui nous regardent comprennent, parce qu'on parle de majorité relative, majorité absolue. Pourquoi est-ce que je dis, si j'ai une majorité relative, je ne vais pas à Matignon? Je ne veux pas aller à Matignon pour pouvoir ajouter Premier ministre sur ma carte de visite, ça ne m'intéresse pas. Il y a un petit côté refus d'obstacle. Imaginez, vous avez 250 députés, vous êtes le premier groupe et vous dites « Ah non, moi j'y vais pas ». Mais monsieur Duhamel, je vais vous annoncer un scoop. Je ne suis pas comme les autres. Et je n'envisage pas d'aller à Matignon pour ma gloire personnelle. J'irai à Matignon et je serai le Premier ministre de la France si j'ai les moyens de faire voter à l'Assemblée nationale mon projet. C'est logique, parce que si c'est aller à Matignon et tomber au bout d'une semaine parce qu'il y a une motion de censure, alors c'est un piège. Et je ne sauterai pas dans ce piège. Donc d'un mot, Jordan Bardella, si vous avez 250 députés, c'est-à-dire vous n'y allez pas, et dans ce cas-là, vous laissez une coalition se former. Mais les mecs, on m'envoie des tweets, vous m'envoyez les mêmes tweets de Bardella, était sur le terrain de Vénitieux, PCH, je sais pas quoi. On a compris, gros, pour la Palestine. On a compris, c'est bon, arrêtez de spammer mon chat, c'est bon. Théma TDM Twitter, c'est bon, c'est bon. Le prochain qui m'envoie ça, il prend un permaban, c'est bon. On a compris, wesh. Prendre le pouvoir. Mais je n'aurais pas... Je peux, moi, physiquement me retrouver dans le bureau de Gabriel Attal. Ça doit être sans doute très sympathique. Mais si vous voulez, si je n'ai pas les leviers pour faire voter ma politique, ça sert à quoi? C'est dit. Jordan Bardella, je voudrais qu'on revienne sur... Mais je pense que nous aurons une majorité absolue. C'est dit et on pourra donc... Il est convaincu, vérifier tout cela le 7 juillet au soir. Jordan Bardella, je voudrais qu'on revienne sur quelques profils problématiques parmi les candidats que vous présentez à ces élections législatives. Commençons. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de regarder le lien de merde là qu'on m'a envoyé. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être sans doute très sympathique, mais si vous voulez... Se former sans prendre le pouvoir. Mais je n'aurais pas... Je peux, moi, physiquement me retrouver dans le bureau de Gabriel Attal. Ça doit être sans doute très sympathique, mais si vous voulez, si je n'ai pas les leviers pour faire voter ma politique, ça sert à quoi? C'est dit. Jordan Bardella, je voudrais qu'on revienne sur... Je pense que nous aurons une majorité absolue. C'est dit et on pourra donc... Wesh, bizarre. Bizarre. Vérifier tout cela le 7 juillet au soir. Jordan Bardella, je voudrais qu'on revienne sur quelques profils problématiques parmi les candidats que vous présentez à ces élections législatives. Commencerons par Daniel Grenon, député sortant de Lyon, candidat à sa réélection, qui dans le cadre d'un débat organisé... le thread, les mecs, le thread par le journal local, lundi, Lyon Républicaine a dit la chose suivante, on va voir apparaître cette phrase à l'écran: « Le maghrébin binational a sa place en France, mais dans les hauts lieux, je ne pense pas.
On a besoin de protéger la France. Est-ce que ce soir, le Rassemblement national que vous présidez continue de soutenir ce candidat, M. Grenon, qui dit donc que le maghrébin binational a sa place en France, mais qui n'a pas sa place dans les hauts lieux? Je n'aime pas ces propos. Et je les condamne. S'ils ont été tenus, parce que M. Grenon, manifestement, des informations qui nous ont été communiquées et qu'il a lui-même exprimées, il nie avoir tenu ces propos. Et vous le croyez? Si ces propos, je vais avoir une explication avec lui et la commission des conflits du Rassemblement national sera saisie. Mais ces propos, je les trouve... La commission des conflits? Ouais, ça s'appelle comme ça. abjects. Voilà. Et croyez-moi, parce que je sais très bien que vous allez prendre les 3-4 candidats dont on a égrené les propos. On va essayer de faire notre travail et de vous soumettre des candidats qui posent problème. Mais pas de souci, monsieur Duhamel. T'inquiète, Duhamel, le travail est bien fait, Duhamel. T'inquiète pas. Ils ont été cuisinés, t'inquiète pas. Travail, je fais le mien. On va prendre 3-4 candidats. En 48 heures, la dissolution a été annoncée à 20h50. En 48 heures, mon mouvement a investi près de 600 candidats. 577 Jordan candidats. Bardella, vous nous avez expliqué que vous aviez un plan Matignon, que tout était prêt, qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour qu'au fond tous les candidats soient investis. En 48 heures, nous avons investi 577 candidats et nous avons fait ce qu'aucun autre parti politique est en capacité de faire. Et je rappelle que nous avons en face de nous des coalitions de 4 ou 5 partis. Laissez-moi finir. En 48 heures, nous avons investi près de 600 candidats. Qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5 brebis galeuses dans une organisation humaine, dans un mouvement politique, comme dans tous les mouvements politiques. Bardella, on va faire la liste, c'est pas des brebis. Ce qu'il faut juger, monsieur Quand on dit brebis galeuses, on a le sentiment que c'est au fond, comment dire, que c'est marginal. Que c'est des erreurs de casting. Mais attendez, mais combien d'erreurs de casting, Jordan Bardella? Combien d'erreurs de casting? On peut les compter si tu veux, hein. Erreurs de casting, on peut les compter, parce que là, il y en a beaucoup, là. Hein. Assez, en tout cas, pour l'empêcher d'avoir la majorité absolue. Moi, j'en compte par hasard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et c'est pas terminé vu qu'il y a eu des updates. Hein. Pour l'instant, il y en a 16. Hein. Il y en a 16. C'est pas fini. Le thread n'est pas fini. Mais dans les autres mouvements politiques, il n'y a jamais d'erreur de casting. Et j'ai posé la question à BFM TV, il n'y a jamais d'erreur de casting. Il n'y a jamais des gens avec qui vous êtes en désaccord, qui font mal les choses ou qu'on est vous savez quoi, on va essayer de prendre les choses un petit peu dans l'ordre. Et d'abord, je vais vous faire écouter. Melchior, tête de poire. C'est pas cool de dire ça à Melchior. Toi, tu prends ton ban, toi. Insultez pas Melchior, vous êtes fous, quoi, vous. Merci, Melchior. Merci. Je vous mets le thread, les gars, pour ceux qui l'ont pas. Je vous le remets en épinglé, parce qu'il y en a qui me le demandent. Mais en ce moment, j'alimente un thread où il y a tous les bâtards. Tous les bâtards du RN. Et il y a une carte aussi. Et moi, je m'attaque plus aux finalistes, ceux qui sont déjà qualifiés, et ceux qui sont bien racistes. Bien racistes. Il faut juger. Une seconde, Jordan Bardella, s'il vous plaît, on essaie de prendre les choses dans l'ordre. Vous parliez de Daniel Grenon. On n'est pas au tribunal. Non, on n'est pas au tribunal, mais je voudrais juste qu'on écoute ce qu'a dit Daniel Grenon, puisque lui conteste votre parti, le Rassemblement national, a démenti en disant que les propos avaient été déformés. Je voudrais donc qu'on écoute la bande qui nous a été fournie donc par Lyon Républicaine sur les propos tenus par ce candidat. Bien sûr, il y a des gens qui sont maghrébins qui sont rentrés au pouvoir, un ministre, etc. Alors, moi, je sens que moi, ces gens-là n'ont pas leur place dans les hauts lieux. Voilà. Le maghrébin, bon, après, le maghrébin binational, bon, il a sa place en France. Il l'a. Mais pas dans les hauts lieux, je ne pense pas. Aïe, débunk en 1080p. Il a été débunk en 1080p. Il a douté, Bardella, mais finalement, il s'est fait attraper. Putain. Vous voyez pourquoi c'est bien la politique? Est-ce que vous voyez pourquoi c'est bien? Le regard abattu. Le chien abattu. Il est à terre à 4 pattes. Il se chie dessus. Ah là, c'est beau quand même la politique, c'est beau. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites je le soutiens plus? Est-ce que vous lui retirez son investiture? Parce qu'il ne peut, il peut plus désister. C'est trop tard. Je vais finir ma phrase. Ouais. Tous ceux qui tiennent des propos qui ne sont pas conformes à mes convictions, à la ligne politique que je porte, à la ligne politique qu'a toujours défendue Marine Le Pen et que j'ai toujours portée, qui était irréprochable, seront mis à la porte. Donc vous l'excluez? Encore une fois, vous allez l'exclure du Rassemblement national? Parce qu'il y aura Attends, mais c'est pas fini alors. Là, il y en a 18 autres, hein. Parce que lui, le pire, les mecs, écoutez-moi bien.
Le pire, c'est que ce candidat-là, ok, les propos sont choquants, mais il y a encore des trucs encore plus choquants. Désolé les Maghrébins, hein, j'ai pas hiérarchisé les propos, mais il y a des propos encore pires. Donc, oula. Commission des conflits. Wow, et il répondra de ces propos que je condamne et que je conteste. Donc Roger Chudo dit la même chose, vous allez l'exclure aussi. C'est pas la même. Pardon, ce sont pas les mêmes propos. Roger Chudo, d'accord, qui explique que Najat Vallaud-Belkacem binational n'aurait pas de mais attendez, on n'est pas en Union soviétique, donc il n'y a pas tout ce veau, d'accord. Il y a une individualisation quand même. D'accord. À la fois de la vie et de la sanction. Pour l'un, ça va. Donc, et non, pour monsieur l'autre, Duhamel, on mais dit, on mais verra. juste ce qu'il faut juger, et je vous demande de prendre. Enfin, les médias se décident de cuisiner le RN. Enfin, ça fait des mois et des mois que ce sont des suceurs du RN. Enfin, il se fait un petit peu cuisiner, Bardella, bordel. Ma bonne foi, c'est la réaction du parti politique. Moi, quand j'ai 4 ou 5 brebis galeuses dans mon parti, je les exclus. Donc, dans le quart d'heure. Non, mais c'est une information. Et dans le quart d'heure. Et dans le quart d'heure. Et il ne siégera pas au sein d'un groupe parlementaire. Non. Et dans le quart d'heure, premièrement. La différence avec les autres mouvements politiques, c'est qu'ailleurs, ils sont investis. Vous voyez, parce que quand on a chez M. Macron des députés qui tabassent d'autres députés à coups de casque, comme ça a été le cas de ce député qui avait été épinglé à l'Assemblée nationale, lui, il n'y a pas de problème. De MJ Delgarab, il avait été exclu du groupe majoritaire. Très bien. Et ce qu'il faut juger... C'est quoi cette histoire, wesh? Il y a un député qui a eu... C'est quoi cette histoire de con, wesh? Ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont au mouvement En Marche, tous les électeurs qui ont voté pour M. Macron se comportent comme cet Donc, juste individu pour que les choses soient précises, Jordan Bardella. Et à gauche, Daniel Grenon. Attendez, Daniel Grenon dans le Lyon exclu. Mais avec des propos comme ça, il ne siégera pas dans le groupe. Et il ne siégera pas du groupe de l'Assemblée nationale. Il ne siégera pas dans le groupe qui sera le mien. C'est clair. Et encore une fois, je veux dire, ça fait suffisamment d'années que vous m'interrogez pour peut-être avoir l'honnêteté de dire que ces propos ne sont pas les miens, que je ne partage pas ce type d'attitude et que je ne cautionne pas ce type de comportement. Jordan Bardella. Quand sur 600 candidats, vous en avez 3 ou 4 qui ont des propos que je condamne et qui ne sont pas des propos que je tiens, eh bien, si je vais en ajouter un, Jordan Bardella. Eh bien, je les sanctionne et je les mets à la porte de mon parti politique. Jordan Bardella. Je vais en ajouter un. Oui, mais je veux bien qu'on fasse le. Il s'appelle Laurent Gnedig. Et c'était ce soir, c'était sur BFM Alsace, qui est une chaîne qui appartient Oula, c'est quoi les mecs? Ça va être dans mon thread peut-être. C'est qui? Même groupe que BFM TV. Il y avait un débat organisé, ça concerne la première circonscription. Il fait partie des 5. Du Haut-Rhin. On va écouter ce qu'il dit. Il était notamment interrogé dans ce débat sur les propos qu'avait tenus Jean-Marie Le Pen à l'époque sur les chambres à gaz, détail de l'histoire. Et voici ce que dit M. Gnedig. Attends, il a dit quoi? Jean-Marie Le Pen a 96 ans. J'espère qu'il peut apprécier ce qui se passe en ce moment-là. Ah, le détail de l'histoire, ça vous a inspiré? Non, pas du tout. Ça vous inspire? Une grave erreur de communication et surtout de compréhension du camp adverse. C'est pas du tout une erreur de communication. C'était pas du tout une remarque. Monsieur. Non, je pense pas que c'était une remarque antisémite, madame. Ah bon, oui, c'est vrai. vrai. Pas du tout. La justice a tranché sur ce point-là. Et donc vous dites que ça n'est pas antisémite ce qu'il a dit là? Moi, j'ai encore des doutes actuellement. Hein. Pardon? Voilà. Aïe, aïe, aïe! Wesh! Aïe, aïe, aïe! Si vous voulez, je vous pardonne, il n'y a pas de souci. Ah bon? Moi, j'ai encore des doutes. Cette remarque... Attends, mais même le public, ils sont chauds. Regardez le mec en haut à gauche, pardon. Merde, attendez. Si vous voulez, je vous pardonne, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai encore des doutes. Cette remarque... Ah non, il baillait. Putain, il est en train de bailler tellement qu'il se fait chier, wesh. Le détail de l'histoire n'était pas une remarque antisémite. Il fait partie des 5. Donc, ça fait beaucoup dehors. Même que M. Grenon, mais dehors. Je veux dire, il y a 4-5 profils. On peut, hein, En fait, les gars, c'est dangereux parce que dans tous les cas, même si ils n'auront pas l'étiquette RN, si les habitants revotent au deuxième tour pour ces mêmes candidats qui n'ont plus l'étiquette RN, bah, sachez que l'étiquette divers droite, ils vont quand même voter les lois pro-RN, les mecs. Hein. Il y en a beaucoup plus, même s'ils sont exclus. Si les habitants de leur circonscription réitèrent la confiance, on est quand même baisés, genre. On est quand même baisés. Donc il y aura des racelards qui vont occuper l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc là, c'est trop tard. À moins qu'on ait un réveil de la part des habitants, qui ne votent pas pour eux, en l'occurrence le mec de l'Alsace, là, bah... Pas que ces mecs-là traînent dans l'Assemblée nationale, les mecs, hein, vraiment. Ils sont déjà inscrits. Non, mais t'as pas compris. Je sais qu'ils sont inscrits. Mais le but, c'est quand même de ne pas faire en sorte, qu'ils gagnent le second tour. Faut qu'ils perdent le second tour. Les électeurs sont pareils, Dofla. Après, j'en demande beaucoup aux électeurs, les mecs. Hein. Peut-être que les électeurs racelards, ils en ont rien à foutre de ces polémiques. Ils vont quand même voter pour ces fils de pute. Et c'est tout, hein. Je pense que ça va se passer comme ça. Les passer tous en revue, je veux dire, ça me fait pas plaisir de voir ces images. Parce que
Je trouve que ces propos, ces attitudes n'ont pas leur place au sein du Rassemblement national et qu'ils font perdre beaucoup de temps à la cause que nous conduisons. Donc, encore une fois, c'est pas ma ligne, c'est pas mes propos, ce sont des propos que je condamne et je le dis ce soir très solennellement, les gens qui ont ce type de propos n'ont pas leur place dans mon mouvement. Mais vous voyez la différence, juste, attendez, c'est que quand vous avez posé la question tout à l'heure à Madame Toussaint sur Madame Tondelier, sur les propos de son candidat qui est fiché S, non seulement elle ne les condamne pas, mais elle n'y voit aucun problème à ce que ce type-là, qui est fiché S, qui est candidat, qui va peut-être être élu... Mais on va pas comparer un fiché S qui tabasse des racistes avec des racistes où on a déjà des preuves. Négationnistes, antisémites, homophobes. Enfin... Merde, c'est pas la même chose, c'est pas la même échelle, là, mon gars. Il est bizarre, lui. On peut pas comparer ça, il est con, quoi. Dimanche, avec les couleurs du nouveau Front Populaire, c'est ça le nouveau Front Populaire aussi. Il n'y a pas de problème, elle les condamne pas. Moi, quand j'ai un problème dans mon mouvement... Il a menacé une femme, Doflan. Il a menacé une femme. Monsieur Arnaud. Ah. Chier. Putain, comment je peux me défendre? Il a menacé une femme. Fuck. On lui pardonne. Ouais, doucement quand même, doucement. La femme en question. Pourquoi? C'est qui? Mouvement Némésis. De Némésis. Némésis, c'est le collectif de cons, là. C'est le collectif de la meuf avec son grand front, là. Comment elle s'appelle, wesh? Comment elle s'appelle? Alice. Ali. Ah, il a menacé Alice. Il a menacé Alice. What? Wouah, Alice. Ah, j'ai pas parlé. Après, j'ai avoir des problèmes, les gars. J'ai avoir des problèmes. Ouah, si c'est Alice, les gars. Vas-y, moi, je vais mettre play. Moi, j'ai pas de problème, je vais mettre play. Je le dis, je condamne et je mets les gens... C'est ça la différence entre nos deux mouvements. Qu'on lui a posé la question. Simplement pour rester sur l'expression que vous utilisez, brebis galeuse, en disant 4 ou 5. Là, si on récapitule depuis le début de cette émission, Daniel Grenon dans l'Yonne, Laurent Gnedig dans le Haut-Rhin. Mettons play. Je rajoute, dans le Calvados, Jocelyne Liban, une candidate qui est encore soutenue par votre... Attends, mais il est en train de lire le thread, les gars. Parti dans la deuxième circonscription, qui a publié ce genre de choses sur Facebook, c'était en 2020, une photo que l'on va voir apparaître à l'antenne, où elle ironise sur un tour de cou anti-décapitation 100% pur porc. Voilà, peut-être qu'il va apparaître dans un instant, voilà. Putain, je suis mort, les gars, les racistes, ils ont une imagination de fou quand même, hein. Tour de cou anti-décapitation 100% pur porc. L'imagination de baiser, genre. On en voit un autre, ce visuel où l'on voit je suis français et moi un chat avec une personne qui est de couleur noire. Là, de la même manière, Jocelyne Liban, ça reste, ça sort. Mais je connais les cas que vous mentionniez. Mais ça fait 2 jours que ça tourne Bardella, pourquoi avec un focus énorme. Mais pourquoi attendez-vous qu'on vous pose la question Mais j'ai déjà réagi à ça. Je veux dire, les gens sont convoqués devant la commission des conflits, monsieur Duhamel. Mais pourquoi vous ne communiquez pas en disant on ne les soutient plus, ils ne siégeront pas avec nous et ils seront exclus du parti? Nous l'avons dit, je l'ai dit et je le redis. La seule différence, c'est que vous faites un focus sur 4 ou 5 cas qui sont avec des propos inadmissibles, encore une fois, que je condamne, que je conteste et à qui je viens dire... Ça fait plaisir quand même, hein. Les mecs, je vous jure que je prends plaisir. Enfin, les journalistes, enfin, vous faites votre travail, enfin. Ce genre de truc, les mecs, on les verra jamais, on va jamais le voir sur CNews, hein. Profitez les mecs, hein, vraiment profitez, parce que ce genre de cas, ce genre d'édito, on l'aura jamais, nulle part, genre, nulle part. Quel plaisir, putain. C'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu, putain. Yes. Vous n'avez pas votre place dans mon parti politique, alors que de l'autre, nous avons présenté près de 600 candidats. 37 ont été élus dès le premier tour, et je trouve ça un peu réducteur. Je trouve ça dans le choix un peu réducteur. Mais si vous voulez qu'on fasse le procès, de nos maisons respectives, on peut faire le procès de nos maisons respectives. Lorsque j'entends hier matin sur BFM TV, l'une de vos chroniqueuses en parlant de ce clip de rap abject, où il y a des propos antisémites, où il y a des menaces de mort qui me visent directement, où on parle de Marion Maréchal Le Pen et de Marine Le Pen avec des termes dégueulasses et insultants. Votre chroniqueuse parlait de punchline un peu cru. Quand ça nous... Putain les gars, petite parenthèse, il s'est passé une dinguerie avec iShow Speed. Faudrait que je regarde après le truc de BFM, là, il s'est passé une giga dinguerie, wesh. Nous vise, il n'y a aucun problème. Petite parenthèse comme ça, voilà. Donc, si vous voulez qu'on fasse le procès de nos boutiques respectives,
Objectivement, je ne vois pas bien le rapport avec ce qu'on vient d'évoquer. Si, c'est que en vous ne pouvez pas prendre un truc comme ça. Je vais regarder après parce que c'est en anglais. Toute la maison, c'est ça, en fait. Donc, encore une fois, sauf que c'est pas. Moi, je suis à la tête d'une organisation humaine qui a 100 000 adhérents, qui a réuni près de 10 millions d'électeurs. Et quand il y a 3 ou 4 profils, 5 en l'occurrence, parmi ceux que vous avez cités, qui sont contraires à ce que je défends, je les mets dehors. Et Marine Le Pen a toujours tenu cette ligne comme présidente du parti. Je tiendrai toujours cette ligne comme président du parti. Et j'aimerais que les autres mouvements politiques fassent un peu la même chose. Quand la France Insoumise investit M. Quatennens, qui a été condamné pour violence conjugale, je ne crois pas que ça déclenche une polémique pendant 4 jours sur les plateaux de télé. Oh, il est malhonnête. Ils l'ont détruit, wesh. BFM l'a détruit, CNews l'a détruit, TPMP l'a détruit. Oh non mais là, il est vraiment malhonnête, Bardella. Oh là là. Sur Adrien Quatennens. Enfin, à la fin, il n'a même pas vu être candidat. Investit des fichiers S, des gens qui ont des propos ouvertement antisémites. Et ils ne sont pas mis à la porte. Oui, mais la différence, monsieur Duhamel, vous avez raison de les interroger. Et vous avez parfaitement raison de me questionner là-dessus. C'est que moi, je les mets dehors. Eux, ils les investissent. Et c'est ça aussi qu'il faut regarder. Donc, ils ont les propos antisémites. Genre, qu'est-ce qu'ils considéraient comme des propos antisémites? Genre de dire que le Hamas est un mouvement de résistance, c'est une phrase antisémite. De dire que Yael Braun-Pivet, elle a campé à Tel Aviv, c'est une phrase antisémite. Dire Free Palestine, c'est une phrase antisémite. Je comprends pas. Je vous prie de croire en ma bonne foi. Je ne suis pas inspecteur de police. Et quand il faut investir près de 600 candidats en 48 heures, parce que c'est le délai qui nous est donné pour réunir notre parti politique, désigner des candidats, il peut y avoir 4 ou 5 profils qui ont des propos dégueulasses, qui ne sont pas... Après, je suis désolé, les mecs. Hein. Il y a des sacrés teubés chez le RN. Hein. Il y a des sacrés teubés. Donc, Macron, il dissout l'Assemblée nationale. Il y a 48 heures pour mettre 600 candidats. Il y a eu des erreurs de casting. Mais les candidats qui ont traîné des posts Facebook, ils se sont pas dit, je vais supprimer, je vais masquer. Ils se sont dit, ok, j'y vais quand même. Et on n'allait pas le débunk. Carré, on n'allait jamais les débunk. Mais ils sont cons ou quoi, genre? Ils sont cons, genre. Ils sont vraiment cons. Comme si ça allait pas se savoir, genre. Oh là. Oh, putain, mais c'est vraiment, c'est grave, hein, vraiment. Putain. Wow. Des convictions qui ne sont pas les miens, que je conteste, que je condamne et que je retrouve. 2 questions, Jordan Bardella. La première, ils se sont dit, Inch'Allah, ça passe. Comme président du parti. Si vous arrivez à Matignon, parce que vous avez donc la majorité absolue, est-ce que vous resterez président du Rassemblement national? Oui, je resterai président du Rassemblement national, parce que je serai dans l'action que j'entends mener. J'entends être le Premier ministre de tous les Français. Mais un chef de la majorité, c'est aussi quelqu'un qui doit continuer à faire de la politique, à faire vivre ses idées, à faire des déplacements de terrain, à faire des meetings, à participer aux campagnes électorales. C'est aussi, je crois, ce que Gabriel Attal a fait. Et vous savez, il y a aussi au sein du gouvernement des gens qui sont présidents de parti. Monsieur Séjourné, par exemple, c'est le président du parti, coordinateur général du parti Renaissance. Il est en responsabilité au gouvernement, donc je resterai président du Rassemblement national parce que j'entends non pas seulement conduire la politique du gouvernement, mais aussi, évidemment, permettre à mon mouvement politique de gagner la prochaine élection présidentielle. Et une dernière question, Jordan Bardella. Si vous êtes nommé à Matignon, vous aurez la tâche avec le président de la République d'inaugurer les Jeux Olympiques. Ce sera le 26 juillet. En mars dernier, Marine Le Pen expliquait qu'Emmanuel Macron cherchait à, je cite, humilier le peuple français en choisissant Aya Nakamura pour chanter à la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'en conséquence, vous demanderez à ce que la prestation d'Aya Nakamura soit annulée? Pour ne pas, comme le disait Marine Le Pen, humilier la France. Oh, la question de fou! Oh, la question de fou! Moi, on m'a demandé mon avis, je l'assume et je continue de l'assumer. Je pense que quand on a été condamné pour violence conjugale, c'est difficile de représenter la France à une cérémonie d'ouverture. Et les condamnations dans votre parti, là, pour le coup, ça pose pas de problème pour être candidat. Quand une femme, Annie-Claire Bell, est condamnée à de la prison ferme pour une prise d'otage en 95, ça, pour être député, pas de problème. Voyez, je les vire, monsieur Duhamel. Ah bah non, là, vous la virez pas. Je les fais pas chanter à mon meeting. Vous la virez, là, celle qui est condamnée pour prise d'otage en 95? Vous parlez des 5 cas. Je suis commission des conflits. Et ils seront sanctionnés. Mais juste, il y a des statuts, il y a une procédure. Donc, ils sont suspendus et ils seront convoqués devant la commission des conflits. Mais je les fais pas chanter à mes meetings. Vous voyez, c'est ça la différence. Maintenant, je l'ai dit sur les Jeux Olympiques, et merci de me permettre de le clarifier, je n'entends pas remettre en cause le fonctionnement, l'organisation des Jeux Olympiques, parce que je souhaite que la transition avec le gouvernement sortant se passe bien, et comprenez qu'à quelques jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, je pense que l'essentiel, c'est que ce soit une réussite pour le pays. Vous écouterez chanter Aya Nakamura, même si vous considériez, ou Marine Le Pen considérait que c'était une humiliation pour les Français.
Oui, je l'écouterai. Vous savez, beaucoup de Français qui l'écoutent. On aurait pu inviter David Guetta aussi. J'ai vu qu'il était un peu triste de ne pas avoir été invité. On aurait pu l'inviter. Oui. Merci. Merci à vous. Merci Benjamin Duhamel. Encore une question, Jordan. Mais attends, c'est quoi cette suceuse que je viens de voir là? Il écoute. On aurait pu inviter David Guetta aussi. J'ai vu qu'il était un peu triste de ne pas avoir été invité. On aurait pu l'inviter. Oui. Ça y est, David Guetta. Moi, je t'aime bien, David Guetta. J'aime bien tes sons et tout, mais vas-y. Merci. Merci à vous. Merci Benjamin Duhamel. Encore une question, Jordan Bardella, parce que ce sont deux incidents graves qu'on a appris ces dernières heures. L'un concerne une de vos candidates, Marie Doshi. Encore? Mais il s'est passé quoi? Candidate RN qui a été agressée aujourd'hui, 8 jours d'ITT, elle suspend sa campagne. Mais non, une racelard qui a été tabassée. Arrête. Ça a été annoncé et ce soir, on l'a appris pendant cette émission, Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, qui est également candidate, a aussi visiblement été agressée avec sa suppléante et un militant. Il y a 2 personnes à l'hôpital, en l'occurrence ça s'est passé à Meudon, 2 personnes à l'hôpital agressées par un groupe de personnes. Il y a 4 interpellations ce soir. Comment vous réagissez quand vous voyez le niveau de tension et la violence qui surgit dans cette campagne électorale? Je pense que je condamne les mecs, moi je condamne. Voilà, moi je le dis, je condamne. Moi, je condamne. La violence, c'est le cancer de la démocratie. C'est le cancer de notre société. D'abord, je voudrais exprimer je n'avais pas connaissance de cette information et je voudrais évidemment exprimer mon soutien entier à Madame Thévenot et aux militants qui l'accompagnent et appeler tout le monde au calme et à l'apaisement. On a vu, depuis maintenant plusieurs semaines, se multiplier des violences dans les rues, en lien avec la campagne électorale, pour partis issus de l'extrême gauche, pour partis issus de l'ultra-droite. Et je crois que l'État ne doit pas avoir la main qui tremble à l'égard de tous ceux qui perturbent le bon fonctionnement de la démocratie. Mérité. Ouah, c'est pas gentil, wesh. Pas gentil de dire mérité, les gars. Il y a une racelard qui a été défoncée, 8 jours de ITT quand même. Pas gentil, les gars. J'entends être le Premier ministre qui rétablira l'autorité de l'État, qui rétablira l'ordre dans le pays, qui durcira considérablement les sanctions. Parce que je crois aujourd'hui que les sanctions et que la justice française n'est pas suffisamment dissuasive à l'égard de tous ceux qui veulent se livrer à des atteintes à l'intégrité physique. J'apporte ce soir mon soutien évidemment à Prisca Thévenot et à Marie Doshi, notre candidate qui a été agressée. C'est faux. Ok. Comment j'en ai rien à branler. C'était juste une gifle de fla. Ok. Après, c'est un peu abusé de mettre un jour de ITT. Hein. Genre, les gars, faut se souvenir d'un truc. Mélenchon, quand il avait merdé, il avait dit « La République, c'est moi !» Quand il avait pété son cap comme ça, vous savez que le policier qui a reçu ce truc de Mélenchon, on lui a prescrit 7 jours de ITT. Hein. 7 jours de ITT. Donc Mélenchon, il lui dit « La République, c'est moi !» Son cerveau, il a fait « Waouh, putain de merde, waouh !» 7 jours de ITT. C'est une dinguerie, genre. C'est une dinguerie. Genre, vraiment, c'est waouh. Ah ouais, quand même. Le haki des rois était trop violent, exactement. Exactement, genre. Et je pense que tous les responsables politiques là doivent appeler maintenant au calme, à l'apaisement et à la retenue, parce que plus 1 million d'aura. Il en va aussi de l'image que renvoie la démocratie française à l'Europe et au monde. Merci beaucoup, merci à vous, M. Bardella. Je remercie également mes camarades Benjamin, Apolline, Nicolas Dose également. Merci à tous les droits. Apolline, demain matin, dès 8h35 sur BFM TV, sur RMC. Marine Le Pen qui sera votre invitée demain. Je remercie également. Waouh, la pub. Oh, la petite pub. Demain, on a une grosse soirée, les mecs, parce qu'on a Marine Le Pen et Mélenchon. On aura Marine Le Pen sur BFM et Mélenchon sur TF1. Donc ça va être une grosse soirée. Malheureusement, la soirée de France Télévisions, les gars, je ne pourrai pas y toucher. Je ne pourrai pas y toucher. Également, le public qui était juste derrière vous et qui nous accompagnait pendant cette longue soirée. Merci à vous qui nous avez regardé également. Merci pour votre fidélité. On vote dimanche. On vous retrouvera dimanche soir avec... vote dimanche, ouais. Bon, les mecs, en vrai, c'était une soirée sympathique. C'était cool. Franchement, c'était vraiment une très très bonne soirée. La conclusion sur son débat. À Bardella, il est convaincu d'avoir la majorité absolue, malgré les statistiques, malgré... Ah, il y a le truc de High Speed. Ok, attendez, je vais regarder juste après. Il est convaincu de la majorité absolue. Visiblement, ça le dérange pas tant que ça d'avoir plus de 10 candidats très problématiques avec l'étiquette RN au second tour. Ça n'a pas l'air de le déranger tant que ça. Donc là, on est mercredi, les mecs. Je pense que jeudi, vendredi, samedi, on aura encore d'autres tweets, d'autres noms
qui vont se greffer sur les différents tweets, parce que j'ai vu que je suis pas le seul à avoir fait le thread, il y a d'autres personnes qui l'ont fait, qui ont balancé des blazes, qui ont aussi donné des noms, parce que moi c'est que des racistes, hein. Mais il y a aussi des conspirationnistes, on a des QAnon, là, le truc de Donald Trump avec les anti-vax, on a des pro-russes, on a des mecs qui ont des lobbies des intérêts sur le lobby de la santé, pharmacie, etc. Mec, ça fait peur, hein. Honnêtement, ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Il y a des négationnistes de la Shoah aussi, hein. Négationnistes de la Shoah, c'est effrayant. Zeribi, attendez, je regarde, qu'est-ce qu'il a dit, Zeribi? C'est long ou pas, hein? C'est long, la flemme, hein. Le rassemblement. Ah. Attends, j'écoute. 40 secondes, ça va. Le Rassemblement national fait des scores énormes dans ces territoires-là. Il n'y a pas un immigré et parfois il n'y a pas d'insécurité, mais ils se sentent abandonnés. Ils sont les oubliés de la République. C'est pas la même nature d'insécurité. Ce que je veux dire par là, c'est que je reprends une expression de Bernard Tapie à l'époque, quand il analysait l'électorat Front National, il disait c'est un peu la voiture balai. Rassemblement national. Il y a des gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, qui ont des fins de mois difficiles, on ne répond pas à leurs problématiques. Des gens qui sont éloignés des centres de décision, on ne répond pas à leurs problématiques. Ils sont les oubliés, les abandonnés. Et puis après, il y a une frange, après, on ne sait pas la mesurer, effectivement, de racisme et de xénophobie pour certains d'entre eux. Mais... Ouais, c'est vrai, je le dis tous les jours aussi, les mecs. Hein. Macron, il a totalement abandonné la ruralité. C'est juste factuel, c'est juste vrai. Hein. C'est dommage, hein. Dommage. Il faut que quelqu'un s'en prenne de cette question de la ruralité en espérant que ce soit pas l'extrême droite, quoi. Mais bon, c'est déjà mal parti, hein. C'est très très mal parti, putain. Enfin bref. Bon, les amis, carte de la honte. C'est bon, on a compris avec la carte de la honte, les gars. C'est bon, on a compris. Merci du partage. Je vais vous laisser, mais je vais juste regarder le truc de HE Speed. Merci, attendez. J'ai failli vous quitter sans HE Speed. C'est passé quoi, du coup ? Ouais, il s'est fait couper les cheveux là. Attends, what? Waouh. C'est dinguerie. Wesh. Ah mais d'accord, vous m'avez partagé un truc d'enculé en fait. Le streamer américain HE Speed s'est fait attaquer par une foule de migrants. Comment ça, migrants, wesh? Comment ça, migrants? What the fuck, la description du Twitter. Du tweet, pardon, du tweet. C'est dinguerie, wesh. C'est dinguerie, gros. C'est dinguerie. Au moins, on a vu la vidéo. C'est quoi ce lien? Une dinguerie. Pauline de Malherbe est accusée de faute professionnelle après avoir posé une question à Marine Tondelier venant de Rachida Dati. C'est la ministre de la Culture qui dirige la rédaction de BFM TV. Oh. Oh. Bon, enfin bref, les amis, moi je vais vous laisser pour la soirée. Merci, merci d'avoir suivi ce stream. D'ailleurs, elle est en top tweet, Pauline de Malherbe. Hein. Elle est en train de se faire insulter sa mère. Baby girl se fait insulter, baby girl. Désolé, baby girl. Baby girl, baby. Mais elle est intouchable, hein, Pauline de Malherbe. Hein. Elle est intouchable, genre. C'est dinguerie, wesh. Une dinguerie. Enfin bref, bonne soirée le chat. Bonne soirée. Le leak de Bardella, j'ai déjà vu, les gars. Montrez pas ça en stream d'off, là. Je regarde. On voit des trucs côté Z. Putain. Cette photo, wesh. C'est quoi cette photo? Sale bâtard, va. Bonne soirée le chat, je vous aime. Merci pour votre soutien, les gars. Merci pour votre soutien. Demain, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Vous étiez vraiment très nombreux ce soir, les gars. Merci.
On est bientôt à la fin du climax. On va retomber à 500 viewers parce que à partir de lundi, les gars, le marathon, film d'horreur. Il y aura quand même de la politique, les gars. En première partie de soirée, petite politique pendant au moins 1 heure. Et ensuite, film d'horreur. Lundi prochain, on va faire un marathon. Bonne soirée, le chat. À demain pour de nouvelles aventures. Et je serai là vers 19h30, je pense. Il n'y a pas de football demain. Il n'y a pas de football. 19h30, je serai là normalement. Salam! Salam! C'est vendredi? C'est vendredi. Wesh, c'est quoi ce truc de fou?